Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous suivent éventuellement en visio et en direct. Et je ne sais pas, Thierry, la presse est en ligne? On a des informations? Bien, bonsoir à la presse si éventuellement elle assiste à ce conseil. Nous allons procéder à l'appel, sachant que nous avons quelques absents excusés ce soir qui sont pris par des obligations incontournables. Mais Thierry va nous confirmer que nous avons le quorum. Alors, Patrick Risser. Présent. Claude Possec. Présent. Jean-Jacques Bourson, absent, excusez, procuration M. Brusco. M. Brusco. Présent. M. Simarini. Présent. M. Friot. Présent. M. Le Plessis, absent, excusez, procuration M. Richer. M. Rémy. Présent. M. Lestremont. Présent. Mme Méhachi. Absent. Absent. Mme Ménichetti. Présente. M. Petit-Clair. Présent. Mme Arési, absente, excusez, procuration M. Rémy. Madame Bellucci. Madame Baudet, absente, excusée, procuration M. Guillotin. Présent. Madame Boumedine, en retard. Madame Canzerini. Présente. Monsieur Sandeki. Madame Pougouille. Présente. Monsieur Falchi. Présent. Madame Fattorelli, absente, excusée, procuration M. Bossec. Monsieur Félicie. Présent. Monsieur Guillotin. Présent. Madame Justin Mirus, absente, excusée. Monsieur Jacquin, absent. Monsieur Matucci. Présent. Madame Narcisi. Présente. Monsieur Petroskas. Présent. Monsieur Paucran, en retard. Madame Spagnol, absente, excusée, procuration Monsieur Despremont. Monsieur Spisac, absent, excusé, procuration Monsieur Petit-Clair. Madame Sprache, absente, excusée, procuration Monsieur Falchi. Secrétaire de séance, Claude Bossec. Et secrétaire de oui, c'est par ordre alphabétique, donc vous avez gagné aujourd'hui le gros lot. Bien, ben, le quorum est donc officiellement atteint. 18, donc nous pouvons délibérer valablement, sachant que l'un ou l'autre devrait nous rejoindre en cours de conseil, puisqu'ils ont annoncé qu'ils seraient en retard. Je vous propose de passer au point 1, qui est l'approbation du conseil du 8 février dernier. Y a-t-il des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'avais juste une petite sur ce qu'avait donné comme élément sur la dernière fois, sur les personnes, Sur le point 20, sur le point 20. concernant. Si vous regardez bien, on n'a pas la même lecture des abstentions et des gens qui ont voté pour. Mais encore. Ben, ça ne correspond pas à ce qu'on a voté. Et donc, Et donc, je voudrais qu'on modifie. Oui, je m'excuse parce que je vous ai mis, vous avez voté contre alors que vous avez voté pour. Donc je ferai le rectificatif. donc Madame Kougouille avait voté contre et vous l'avez... Non. Vous avez voté pour. Elle avait voté pour Ah, d'accord. et elle a été comptée dans les comptes. C'est ça. Donc nous rectifierons et Madame Kougouille était pour. Pour, c'est tout à fait. Et donc le compte sera juste. Oui. Voilà. En vous remerciant, Monsieur Bossec, ça prouve que vous avez lu. J'avoue que je ne suis pas allé jusque dans le détail des votes. Hein. Bien, eh bien écoutez, nous pouvons passer au point finance, sachant que, et je tiens à le souligner quand même, la semaine dernière, nous avons réuni d'abord une commission finance qui a examiné quasiment l'ensemble des points qui sont soumis ce soir au Conseil communautaire, avec il y avait du monde dans cette commission. Et puis nous avons représenté les conclusions de cette commission au bureau juste derrière. Et nous n'avions pas eu, jusque-là en tout cas, de remarques particulières. Voilà, donc pour votre information, a priori, il n'y a pas de problème, sauf si, dans l'exposé que va vous faire Claude, il y avait question de votre part. Et donc, Claude, je vous donne la parole pour l'adoption du compte de gestion. Donc l'adoption du compte de gestion, hein, donc budget principal. Hein, donc vous avez eu tous les documents nécessaires. En plus, comme l'a répété le président, dans la commission finance, on en a débattu largement.
Considérant que les opérations de recettes et les dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. 3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc, s'il y a des questions particulières sur le sujet, je suis prêt à y répondre. Des questions? Oui, deux questions. Juste à titre d'information, sur la page 55, désolé, mais avec toutes les informations qu'il y a eu malgré la commission finance et le bureau de la semaine dernière, il y a des choses qui sont passées à travers les mailles du filet. Et juste un éclaircissement sur page 55, ce qui concerne des voyages, déplacements et missions, où il était un crédit ouvert de 2 850 €, on a une réalisation de 12 000 €. Et toujours dans la même page, concernant les frais de gardiennage, donc ils sont estimés à 2 000 € et on atteint une enveloppe de 73 000 €. Juste avoir des précisions par rapport à ça. Alors, Sébastien, c'est bien de poser ces questions. Simplement, s'il était possible pour tout le monde de poser les questions un peu avant pour que je puisse avoir les éléments de réponse, à moins que Sébastien... Mais Sébastien va savoir. Alors, c'est pas pour embêter, parce qu'on a quand même une vie, on est quand même actif, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de commissions, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je suis désolé, mais c'est passé à travers les mailles, ça n'a pas été posé en commission de finances, mais on est là aussi pour en discuter, c'est pas vraiment pour déstabiliser. Non, justement, je ne le prends pas comme ça, mais pour que ça soit constructif, il faut qu'on les ait un petit peu avant, même 4 ou 5 heures, parce qu'on refait avec Sébastien en général la préparation du conseil communautaire sur le sujet, et que si on avait des questions qui semblent apporter des précisions, il faut qu'on les travaille juste un petit peu avant pour qu'on donne vraiment. Mais si Sébastien, on peut les avoir rapidement. Ben, Sébastien, je suis sûr qu'il va pouvoir répondre. Allez Sébastien, on vous écoute. Alors le 62-51, c'est voyage, déplacement, mission. Il a été regroupé ce compte-là. Avant, il y avait le compte mission qui existait et il y avait le voyage et déplacement. Donc ça explique l'évolution à la hausse. Deuxième explication sur ce compte-là et le compte gardiennage, c'est l'Arche. L'Arche utilise donc beaucoup les voyages et déplacements pour aller voir les spectacles, etc. Et surtout le gardiennage de l'Arche. D'accord, ils emploient une entreprise de sécurité qui est imputée sur ce compte-là. Donc ça explique l'évolution à la hausse. Oui, sauf erreur de ma part, ça fait aussi que dans cette nouvelle comptabilité, il y a des chapitres qui existaient précédemment, qui étaient prévus dans une certaine forme, qui ont été regroupés dans le cadre de la M57, qui fait qu'on peut avoir quelques surprises de regroupement avec le nouveau budget et que, sauf erreur, il est même assez difficile de comparer l'année dernière avec cette année sur un certain nombre de points, puisqu'on ne parle plus tout à fait de la même chose. Et j'irai même plus loin, l'année prochaine, il y aura encore les mêmes ambiguïtés, parce qu'on redonne à l'Arche, et finalement, ça va ressortir du périmètre. Et donc, on aura les mêmes équilibrations à l'envers. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que la nouvelle comptabilité fait que... Est-ce que ces explications vous suffisent Très bien, très bien. Moi, ça me va. D'autres questions? Eh bien, Claude, vous pouvez passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 2. M. Guillotin? Oui. Et Mme Baudet? Merci. Même décision pour le compte de gestion du budget annexe des ordures ménagères. Claude. Monsieur le rapporteur rappelle que conformément au Code général des collectivités territoriales, et notamment ces articles L 2121-29 et le L 2121-31, relatifs à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, le conseil communautaire doit se prononcer sur le compte de gestion dressé par la comptabilité publique, par le comptable public, pardonnez-moi. Considérons que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulièrement suffisamment justifiées. 1. Stipulons que sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 2. Statuons sur l'exécution du budget
de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. 3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion de l'exercice 22 du budget annexe des ordures ménagères dressé par Madame la trésorière du service de gestion comptable de Hayange, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de la part sur la tenue des comptes. Est-ce qu'il y a des questions? Ah bien, nous pouvons passer au vote. Claude? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Guillotin, 2. Merci bien. Nous allons maintenant parler et adopter des comptes administratifs. Et donc, en toute égalité, je vais vous quitter pour ces 2 votes, parce que sinon je ne vois pas à quel moment je vous sortirai. Et donc, Claude, vous avez la maîtrise des opérations. Madame Mouvedine, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur le Président. Et j'ai réussi à sortir. Bien. L'adoption du compte administratif 2022 du budget principal de la CCPHVA. Monsieur le rapporteur rappelle que conformément au Code général des collectivités territoriales, et notamment ces articles L2121-14, L2121-21, L2121-29 et le L2121-31, il appartient au Conseil communautaire de désigner un président de séance autre que le président lors de l'adoption du compte administratif et d'arrêter les comptes administratifs de l'ordonnateur et le compte de gestion du receveur municipal. Le président doit se retirer au moment du vote. Thierry, on doit nommer quelqu'un C'est toujours le compte qui le demande. C'est comme ça. Je ne faillis pas à l'adage. D'accord. Alors, le projet de délibération. Donc, le Conseil communautaire arrête les comptes administratifs 2022 du budget principal de la CCPHVA selon le tableau ci-après. Recettes de fonctionnement 9 795 910,10. Dépenses de fonctionnement 9 082 694,35. Résultat de l'exercice de fonctionnement 713 215,75 euros. Résultat cumulé du fonctionnement report 002 inclus 295 918,73. Recettes d'investissement 6 194 685,79. Toujours en euros, bien entendu. Dépenses d'investissement 4 490 362,95. Résultat de l'exercice d'investissement 1 704 322,84. Résultat cumulé d'investissement report 001 inclus 3 436 362,07. Résultat global de clôture au fonds de roulement du 31/12/2022 plus 3 732 280,80. Solde des reports d'investissement moins 159 138,26. Je vais vous donner la note de synthèse, la note synthétique qui représente les comptes administratifs. Il y a quelques éléments importants qu'il faut mettre en évidence. Les 3,4 millions dans le budget principal. Je vais argumenter un petit peu le budget principal et s'il y avait d'autres questions, bien entendu, j'y répondrai. Vous avez donc les 3 436 362 qui viennent bien souvent sur les subventions que l'on a à percevoir. Donc vous voyez bien que le solde des reports d'investissement est à moins 159 138 sur le budget principal. Mais nous avons un fonds de roulement de 3 732,290,80. En ce qui concerne le budget annexe des ordures ménagères, on sort donc un solde de report d'investissement de moins 24,246, soit un résultat global de clôture avec le fonds de roulement au 31/12 de moins 141 925,98. Est-ce qu'il y a des questions sur la note de synthèse? On peut regarder les ratios. Moi, je pense qu'il y a des ratios importants. C'est le ratio aujourd'hui
de notre épargne nette. Rappelez-vous, enfin, elle n'est pas marquée, mais nous étions à 110,2 en 2021 et nous passons à 98,2. Hein. Là, je regroupe le budget principal avec le budget annexe. Donc on voit bien qu'on dégage bien de l'épargne nette, ce qui ne s'est jamais fait auparavant. Et ça, c'est notamment quelque chose à souligner. Donc on a 1,7% aujourd'hui qui peut être considéré comme de l'épargne nette. Hein, on est bien d'accord, parce que sur le 8, dans les ratios, on est bien les dépenses réelles de fonctionnement, le remboursement de la dette en capital et les recettes réelles de fonctionnement. Donc on est bien sur de l'épargne nette et pas de l'épargne brute. Donc pour une fois, dès l'instant où on est en dessous de 100, on commence à dégager de l'épargne nette. Donc c'est plutôt un signe intéressant de notre stabilité financière. En revanche, si on regarde le 10, mais je serais prêt à aller plus loin si vous avez d'autres préoccupations de lecture ou de compréhension de lecture, moi ce qui m'inquiète fortement, c'est forcément l'encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement. On est aujourd'hui quand même, si on le fait globalement, à 136,7 au jour d'aujourd'hui d'endettement. Et si on va plus loin dans les ratios, on n'est pas loin de 38 années aujourd'hui d'endettement. Et je vous ai toujours dit que pour être plutôt dans de bonnes normes, on devrait se situer entre 7 et 10%. Et on est encore loin. Alors, il y a deux solutions pour, bien entendu, capitaliser sur un endettement plus faible. C'est soit on diminue nos investissements, ce qui est un peu compliqué parce qu'on a quand même investi fortement. Et la deuxième, c'est forcément augmenter notre capacité d'avoir des recettes plus importantes sur le fonctionnement. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qui nous est demandée. Et donc, je pense, bien entendu, hein, on va, et Sébastien, si vous voulez en prendre une petite part sur le sujet, on va quand même réduire fortement nos emprunts de plus de 4 millions, je crois, de mémoire. Hein. On passe de 18 à 13 de mémoire, on peut le revoir en détail, ce qui nous permettra, encore une fois, de redescendre. On sera à 20 ans, si on a fait vite un calcul rapide, on sera aux alentours de 20 ans d'endettement. Et donc, en 2024, il faudra trouver des solutions pour être dans une norme entre 7 et 10. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir s'atteler. Encore une fois, hein, on ne va pas répéter ce que l'on a mis en place. Si aujourd'hui, notre santé financière pour faire cette épargne nette, on remercie, et je remercie les communes de nous avoir donné le fonds de péréquation, qui nous a permis finalement d'avoir des recettes supplémentaires, et les AC nous ont diminué nos dépenses. Parce qu'il faut savoir que les AC, c'est les dépenses qui viennent s'engager, et le fonds de péréquation, c'est des recettes supplémentaires. Mais grâce à ça, en 2022, on a plutôt quelque chose qui a été plutôt maîtrisé. Et encore une fois, à part ce problème lié à l'investissement, on est sur de bonnes voies pour rétablir finalement quelque chose de durable sur notre budget CCPHVA. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le sujet ? Monsieur Guillotin ? Oui, monsieur Bossec, mesdames, messieurs, chers collègues, je rebondirai simplement sur les 2-3 mots que vous avez évoqués. Bon, c'est sûr, l'encours de la dette en nombre d'années, ça m'a fait sursauter, hein, surtout qu'après le petit tableau que vous avez mis, page 189, il y a entre guillemets un satisfecit comme quoi tout est redevenu positif. Mais positif avec 38 années de désendettement, c'est quand même largement au-dessus des normes attendues. Mais bon, vous avez donné quelques explications. Moi j'aurais une question par contre sur la section investissement avec des prévisions budgétaires à 15 millions et un réalisé à 4,5 millions. Alors, quels sont les investissements qui sont passés à la trappe? Quels sont ceux qui sont reportés? Comment vous expliquez cette grosse différence entre le 15 372 650 de prévu et les 4 490 362, je vous fais grâce des virgules, d'effectuer? Alors, j'ai pas tous les éléments, je serai une calculatrice, je vais laisser à Sébastien qui a finalement toute la décomposition au jour d'aujourd'hui de notre atterrissage sur les investissements.
Il y a plusieurs explications. Une qui est liée au pré-relais. On avait prévu de rembourser les pré-relais en 2022. On avait ouvert les crédits pour essayer de les rembourser un maximum. Vu le contexte, on ne l'a pas fait, bien sûr, parce que les taux d'intérêt étaient très intéressants à l'époque des pré-relais, et il vaut mieux aller au bout des pré-relais plutôt que de les refinancer dans l'immédiat. Donc c'est ce qui a été fait en 2020, enfin c'est pas ce qui a été fait en 2022, d'où une enveloppe de crédit ouvert importante, mais un taux de réalisation plus faible. Autre explication, c'est les dépenses d'investissement qui sont décalées tout simplement, et je pense à la fibre notamment. La fibre, il y a eu des retards au niveau des marchés de travaux, et donc les crédits ont été ouverts en 2022, et en fait on a payé début 2023, donc j'ai pas fait un report de crédit, j'ai juste, on a supprimé le crédit, on l'a remis en 2023. Voilà. Il y a une multitude d'explications qui fait que le taux de réalisation d'investissement est plus faible. C'est pas des annulations d'investissement. Voilà. Merci pour votre réponse. C'est un peu ce que vous aviez évoqué aussi, hein, les ratios. Il y a certains ratios qui sont certes entre guillemets dans la moyenne nationale, mais il y en a d'autres qui font peur, quoi. L'encours de la dette, hein, vous l'avez dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, donc les documents sont très intéressants en termes de ratios, puisque ça nous montre un petit peu les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population, le produit des impositions directes. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes dans ces ratios et qui demandent à être, bien sûr, étayées. Globalement, je pense que, comme tout le monde le sait, on n'est pas une communauté de communes riche, et peut se poser la question d'un élargissement éventuel à venir de notre communauté de communes. Ce serait peut-être une réflexion à mener, au-delà des deux réflexions listes que vous avez déjà énoncées. Alors si je peux vous répondre sur le sujet, quand on regarde le ratio que l'on avait lorsqu'on était à 110,2 en 2021, elle est à l'infini, finalement, puisque quand on ne dégage pas de l'épargne nette, finalement on retrouve une situation infinie. Donc, alors je ne veux pas parler dans l'extrême, mais je pense qu'on commence à prendre en compte un certain nombre de notions de gestion dans notre intercommunalité. Hein. Quand je parle de gestion en bon père de famille, je répète que les investissements, il faudra, et je le dis ouvertement, qu'il n'y aura, à mon sens, plus d'investissement s'il n'y a pas de temps de retour sur le fonctionnement. Ça serait une erreur de le faire. Après, vous serez seul juge et le conseil communautaire et le décisionnaire sur le choix, mais je n'orienterai plus d'investissement compte tenu de la situation financière jusqu'à la fin du mandat s'il n'y a pas de temps de retour sur le fonctionnement. Dernière des choses, moi je suis prêt à comprendre tout, hein, qu'on peut se faire aider si on se regroupe ou voir un spectre géographique différent. Je pense que là on a une chance extraordinaire, c'est d'être 8 communes, c'est d'avoir cette capacité aujourd'hui à être plutôt très agile, que si l'on rentre dans un dispositif où il y a un certain nombre de communes, on risque d'être déjà mis en retrait et puis être visible. C'est mon avis. Je suis d'accord avec vous aussi que derrière, ce qu'on oublie, c'est la prospective démographique qui va ne cesser d'augmenter et qu'on risque très rapidement, je pense, dans les années à venir, d'être dans un statut d'agglomération. Si demain Villerupt dépasse les 15 000, parce qu'il faut que la ville phare soit au-dessus de 15 000 habitants. Donc je pense que quelque part, on est en train de manger notre pain noir, et que si on est trop impatient aujourd'hui de voir tous nos indicateurs sur le vert, je pense que ça serait dommageable d'aller choisir, d'aller pactiser avec quelqu'un d'autre, alors que notre destin, je pense qu'il doit être fait, parce que le destin de vie a une vertu, c'est qu'on parle de choses que l'on connaît bien. Donc, et moi, ce que je reprocherais un petit peu, hein, et ça n'engagera que moi sur le sujet, c'est qu'à force de ne pas être contents ensemble et de faire voir qu'on a beaucoup de choses qui nous séparent, et ça nous fragilise. Et si j'avais une vertu à donner à notre conseil communautaire, c'est de resserrer les liens, parce que unis, on n'arrivera pas à faire face à notre situation qui est un petit peu compliquée. Et si on se met à être désunis, je pense qu'on enverra des messages, tels que vous l'avez évoqué, et d'aller voir à se mettre avec d'autres personnes qui ne seront pas, à mon sens,
la meilleure des solutions. Et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est le constat que je peux faire. Je pense qu'on a une équipe solide, on a maintenant une gestion plutôt au cordeau, en bon père de famille, et je pense qu'il va falloir maintenant avoir le deuxième levier, c'est cette augmentation de population qui va nous permettre, je pense, de combler un petit peu toute notre problématique financière. Augmentation de population, augmentation de services, donc à un moment donné, on va tourner en rond. Après, chacun doit avoir sa liberté de penser. Je pense qu'à un moment donné, quand on voit ce qui se passe à côté, entre Thionville qui va se regrouper avec une autre communauté de communes, on va être pris entre le gros potentiel mosellan et puis le potentiel nord meurthe-et-mosellan, et on sera le dernier petit village gaulois irréductible, en essayant, avec nos moyens, qui sont quand même limités, enfin reconnaissons-le, à un moment donné, il faut quand même le reconnaître. Hein. Je ne dis pas que ce qui est fait n'est pas vertueux, ce qui était fait était vertueux jusqu'à présent en matière de comptabilité et de trésorerie, mais néanmoins, on va se retrouver à devoir freiner nos investissements, alors que la population, y compris celle qui va arriver en plus, parce que tout le monde l'attend, elle sera en attente. Alors est-ce qu'elle arrivera quand même, malgré tout, parce que l'autre territoire n'aura peut-être pas su prendre le volet économique, se saisir du volet économique et autres, hein, mais à un moment donné, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire et à poser. Maintenant, ça n'engage que moi aussi. Et j'ai bien compris, après je laisserai la parole à M. Brusco, l'idée que j'en ai, et je vais lui donner quelque chose de très paramétrique. Nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, s'asseoir sur un financement qui soit dédié à notre territoire. Il faut absolument que cette co-construction arrive du Luxembourg. On ne peut pas, je ne vois pas comment, où plus de 75% de nos gens qui travaillent, qui passent la frontière, à un moment donné, il faut que ça stoppe. On arrive à trouver cette co-construction, et vous l'avez très bien dit, que quand la brique servicielle arrive, on donne une brique servicielle pour 75% des gens qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Ça existe déjà, excusez-moi de vous couper, mais ça existe déjà, la co-construction. Non, mais je ne la vois pas arriver. Ah bah pas sur notre territoire, bien entendu. Eh ben, sur d'autres territoires, les park and ride sont cofinancés par le Luxembourg, avec, des exemples, il y en a, hein. Et le nombre de millions, je ne l'ai pas en tête, mais il y a des sommes quand même assez importantes qui sont mises en place dans ce qu'on appelle la co-construction. Oui, mais fléchés sur Thionville, fléchés pour des endroits qui ne sont pas les nôtres. Et nous, on doit défendre. Et encore une fois, M. Guillotin, et je le dis à tous mes collègues, c'est uni qu'on arrivera, parce que quand on n'est pas unis dans une démarche sur cette situation liée à la co-construction avec le Luxembourg, eh ben, on dit qu'on n'est pas forcément audible. Et donc, je réédite cette collégialité qui doit redevenir l'axe phare de notre situation au Conseil communautaire, et pas se déchirer comme on l'a vu à différentes reprises, et qui n'a pas donné les meilleurs signes de fonctionnement de notre communauté de communes. Voilà. Là-dessus, je vous rejoins. Nous sommes d'accord, nous avons des amis luxembourgeois. Certaines personnes pensent que non. Moi, je voulais juste remettre un point là-dessus. Je dis, c'est vrai qu'on est très regardé, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois, on dit qu'on est pauvre, mais tout le monde veut nous avoir. Donc, c'est qu'on doit avoir quand même quelque chose. Je pense que l'OIN doit en faire partie, et souvent les gens nous regardent pour récupérer une partie de l'OIN. Je pense que on est en avance, parce qu'on n'est que 8, on est en avance sur plein de points, on ne s'en rend pas compte, hein. L'éclairage intelligent en fait partie, la théomie en fait partie. Et je pense que justement, si d'un côté les Mosellans se réunissent, nous on doit regarder, je suis d'accord avec Claude, du côté luxembourgeois, c'est sur une agglomération transfrontalière que nous devons tendre, et je pense que ça c'est le but en tout cas que nous devons atteindre demain, c'est de trouver un territoire transfrontalier pour nos habitants, parce que les problématiques ne sont pas seulement en parking, en termes de voitures, les vraies problématiques sont au niveau de la santé, je pense que celle-là on l'oublie. Et quand on parlait tout à l'heure, alors là je rejoins Claude à 100%, mais je dis c'est une idée, mais tout le monde a son idée là-dessus. Je dis on parle de cofinancement, je suis 100 fois d'accord avec Claude quand il dit c'est Thionville, c'est Longwy, ça ne résout pas les problèmes ni de Villerue, peut-être ni d'Audin, et peut-être à terme ni d'Autange, ni parce que Autange a les mêmes problématiques, et je pense que les portes d'entrée vers le Luxembourg créent ces problèmes-là, et souvent c'est ciblé sur les grosses villes.
c'est bien pour ça qu'ils veulent du cofinancement et non pas une répartition, parce que pour les petites communes, et ici dans les 8 communes, les problématiques de périscolaire, de crèche sont les mêmes, et on ne les retrouve pas parce que c'est les communes qui doivent trouver les solutions pour les jeunes. Et donc je trouve que là, il y a une disparité. C'est pour ça que sur le côté cofinancement, après chacun a son avis, je suis d'accord. Moi je suis d'accord qu'il y ait du cofinancement certainement sur certaines infrastructures, mais je suis pour qu'on redonne les pouvoirs quand même aux communes, parce que c'est au sein des communes que se prennent les vraies décisions proches des habitants. Et je pense que si on oublie les communes, je pense qu'on fait un pas un peu trop grand et ça sollicite souvent les grosses infrastructures bien dotées et on n'arrive pas à répondre aux besoins de nos habitants, en tout cas pour les petites communes. Je parle de ça. Vas-y. Oui, moi je rebondis un petit peu sur les 2 dernières interventions. Alors, je pense qu'on n'est pas le petit poussé du secteur en plus, parce que le petit poussé du secteur, c'est la communauté de communes du Pays Vaudunois. Ils sont 23 000. Donc finalement, de voir que le prisme par Thionville ou par Longwy, ouais, peut-être. Sauf que le Pays Vaudunois s'en sort pas trop mal. Nous, on est en train d'éluder les problèmes, enfin de les régler. Donc voilà, la première chose, c'est ça. Deuxièmement, il y a un débat, et forcément on passe des comptes administratifs à un débat plus politisé, qui est quand même la responsabilité de l'État, qui impose une opération internationale et un établissement public d'aménagement, mais qui, depuis le début, à quelque niveau administratif que ce soit, n'accompagne pas ce territoire à la hauteur des enjeux qu'il veut lui donner. On va être clair, quand depuis des années et sur les précédents mandats, on demande des subventions, que ce soit des ETR, des subventions d'îles ou des subventions pour des projets, on n'est jamais écouté. Je me retrouve avec ma collègue Fabien Menichetti, et ce n'est pas la première fois qu'on l'a dit à l'UPA, devant le préfet, le sous-préfet, et depuis de nombreuses années. Donc là, effectivement, il y a une faillite de l'État, mais bon, je ne vais pas vous faire le discours de fataliste de la faillite de l'État, du fait que les collectivités, les plus petites soient-elles, ou les intercommunalités, on est asséché financièrement tous autant qu'on est, à tous les niveaux, que ce soit dans les dotations, et je remercie la région d'être peu présente effectivement sur ce territoire, où elle a un rôle à jouer. Alors, ça n'obère pas le constat, effectivement, ça n'obère pas le constat. Maintenant, est-ce que le constat est sur du gigantisme? Alors, je reprends aussi vos propos. Moi, je ne suis pas sûr que communauté d'agglomération de Val-de-Fensch et du Pays de Thionville, ça se passe si bien que ça. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que deux ensemble comme ça, à ce niveau-là, effectivement, quand vous avez les informations de l'intérieur, c'est plus compliqué qu'on ne le penserait, et à mon avis, c'est le projet de tout un mandat. Alors avant de penser à se faire absorber par d'autres, vous avez une procédure administrative, une acceptation au conseil communautaire dans toutes les communes, une CDCI qui doit se réunir, valider. Réponse du préfet dernièrement, il n'y aura pas de changement dans les intercommunalités sur le secteur avant la fin de ce mandat. Que ce soit des départs, des groupements. Je crois qu'il y a un gros projet effectivement sur Val-de-Fensch et le Pays thionvillois. Je crois que c'est déjà un gros morceau qui s'en occupe et ça va être très très compliqué. Maintenant, effectivement, c'est sûr que quand vous êtes plus grand, vous faites peut-être mieux entendre. Et c'est peut-être aussi la manière de se faire entendre, effectivement. Et c'est sûr que ça peut être des fois déplorable de donner une attitude qui n'est pas forcément... Et on préfère s'écharper sur ce qui nous différencie et pas nous retrouver sur ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, ça doit être ce territoire qui est un territoire particulier, transfrontalier. Alors nos amis luxembourgeois ne sont pas ennemis, enfin pour moi ce n'est pas mes ennemis, c'est des co-constructeurs. La seule chose, il faut que ça soit fait à la juste réalité. Pour prendre un exemple, on a parlé mobilité en semaine dernière avec mes collègues maires du secteur du nord de la Moselle. Effectivement, on peut parler park and ride, mais on sait très bien que les réponses sur la mobilité sont multimodales. Elles ne sont pas que sur le park and ride, elles sont sur la 31 bis, sur l'imprégnation de la mobilité dans toutes nos collectivités, parce que effectivement vous avez le rond-point de Rennes-Riche qui est à une voie maintenant, vous avez le tunnel qui ne fonctionne plus, enfin qui est fermé pendant des mois et tout ça, donc c'est sûr qu'il y a une grosse réponse. Alors moi je le fais aussi parce que je ne reprends toujours pas bien, on est peut-être les deux plus vieux, mais effectivement depuis 30 ans qu'on entend la mobilité, quand on sait le contournement de Dunkish, les premiers plans c'est 89, c'est resté sur les plans de 89, pour être sorti en 2013 quand même. Ce qui est quand même pas mal, ça fait 24 ans entre le projet et finalement le financement. Donc, est-ce que c'est un regroupement? Est-ce que c'est un éclatement de cet interco? Débat politique. Et puis on ne va pas se leurrer, M. Guillotin. On sait très bien, et je reprends ce qu'a dit Stéphane Bousco, c'est bizarre qu'une petite interco, finalement on veut nous manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, mais il faut aller plus loin dans la réflexion. Pourquoi on veut nous manger?
C'est parce qu'il y a des intercos qui n'ont pas de frontières avec le Luxembourg. Tout simplement. Bien sûr. Et il y a des intercos, effectivement, qui veulent nous utiliser et qui sont très contents quand ils regardent nos conseils communautaires et qui se disent bon sang de bonsoir, ça continue, c'est bien, quelle image et tout ça. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que financièrement, effectivement, il y a des gros investissements qui ont été faits. On puisse reprocher, pas reprocher, pour l'instant, ils sont faits. Il y a une gestion comptable et une gestion économique qui est, à mon avis, de bonne allure, avec énormément d'économies. Il y a eu des choix, et vous l'avez vécu l'année dernière quand il y a eu des choix économiques et le budget a été bossé au mois de décembre. Il y a eu un arrêt des projets d'investissement, et je pense que c'est nécessaire, et c'est comme dans nos collectivités, hein. On pourra toucher 10 euros, mais quand ça commence à coûter 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 20 000 euros, forcément on regarde ce qu'on touche comme argent, et ça revient au premier débat que j'ai eu, où sont les collectivités et où est l'État pour nous accompagner sur demain de la surpopulation qu'on est content tous d'accueillir, mais qui quelque part demande des services, et donc un demande beaucoup plus fort que les volumes. On prend l'histoire de l'EPA, il ne suffit pas simplement de faire de l'aménagement, il faut mettre les services qui vont avec. L'eau, l'assainissement, rien que ça. Précédent collègue sur Villerupt, maire, qui avait évalué, rien que sur Villerupt, 6 millions d'euros. Compétences prises en 2026 par notre intercours. Enfin, écoutez, moi je vois les budgets municipaux, et c'est déjà très compliqué en ne faisant pas de folie. L'interco, forcément, oui, communes pauvres ne font pas une intercommunalité riche, mais font une intercommunalité pauvre. Maintenant, je ne suis pas sûr que d'autres intercommunalités soient plus riches que nous. Conseil communautaire de la CAL la semaine dernière, ça n'a pas été super non plus, et ils n'ont pas forcément un meilleur budget sur les mêmes ratios que nous. Et Thionville, c'est la même chose. Quand ils mettent le SMITU et la mobilité à l'intérieur, les deux collègues qui y sont ont bien compris la facture qui va se faire payer. Voilà, donc il y a un débat beaucoup plus profond sur le choix politique. Sachons être un peu plus... Alors, je pense qu'on est en train de stabiliser la situation de manière économique et financière. On le savait, avant le précédent mandat, qu'il y avait un effet ciseau énorme de dépenses et qu'il n'y avait pas les recettes qui allaient en face. Voilà. Je rappellerai quand même qu'aucune des communes n'a demandé l'annulation et le retrait de la taxe d'habitation, c'est quand même bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça devait être fait au franc constant, ben ouais, c'est juste, enfin au franc courant, et c'est juste en franc constant. Forcément, c'est plus du tout la même valeur, et si on peut vous prendre un peu de dotation, on vous prend un peu plus de dotation quelque part. Voilà, donc ça c'est une vision sur l'ensemble, en espérant effectivement que la sagesse l'emporte, et que nous ayons un projet d'ensemble. Alors moi, si je peux me permettre, donc je reviens un peu sur tous les propos qui ont été dits. Donc je vais un peu plus noircir le tableau, parce qu'en termes de solidarité, lorsqu'on veut être vraiment solidaire, toutes les villes auraient dû donner leurs attributions de compensation, ce qui n'a pas été le cas. Ça aurait pu mettre de l'eau dans notre moulin. Ensuite, j'ai entendu dire qu'il n'y aurait plus d'investissement avec des retours justement sur l'investissement. Ça me fait un peu peur concernant la piscine, la future piscine intercommunale, parce que pour l'année prochaine, on augmente quand même les taux d'imposition. On veut créer des services et justement la population est demandeuse de nouveaux services, et cette piscine intercommunale sera une des priorités du fin de mandat. Donc je me pose vraiment des questions en sachant que forcément le retour sur investissement sur une piscine c'est compliqué sur l'Hexagone, et ça me fait même peur. Mais bon, on a annoncé des choses, donc si on arrive à augmenter les impôts, il faut que derrière on puisse faire des investissements. Sur le cofinancement, M. Guillotin, vous citez les park and ride. Si le cofinancement, ça s'arrêterait que sur le park and ride, je pense qu'on peut arrêter tout de suite. Il n'y a pas que ça que l'on demande comme... C'est un exemple. D'accord, oui, vous avez dit après les autres, vous ne les avez pas en tête, mais moi je pense que des exemples, on en a plein en tête. Il y a la mobilité douce, justement il y a la piscine, il y a les énergies renouvelables, il y a en termes de financement, justement les collectivités, les mairies, elles ont besoin d'argent pour fonctionner si la population augmente. Si la population augmente, c'est pour aller travailler au Luxembourg. Donc comment vous voulez développer les services, comment vous voulez embaucher du personnel si on n'a pas d'argent qui vient de quelque part. Les dotations de l'État, on le sait qu'elles sont toujours au minima. Donc c'est toutes des questions où oui, il faut être solidaire, mais il ne faut pas être solidaire que dans les paroles, il faut être solidaire dans les actes, c'est-à-dire donner les attributions de compensation. Lorsqu'on le dit, on le fait. Et ça commence par là, pour pouvoir être solidaire et pour pouvoir mener des projets à bien avec des priorités sur les projets. Justement, alors, je crois
on part un peu sur l'induction du compte administratif. Non, mais- Il y a le président qui attend la parole. Le président, c'est encore donc, Je dis, va passer au vote. Non, on va passer au vote. On sera dit, hein. Mais simplement, parce que forcément, un appel demande une réponse. Moi, il faut être très clair. Quand je dis que dans notre mandat, on ne peut plus, et il y aura des choix pour moi d'investissement, et qu'il ne faut pas faire des investissements sans qu'il y ait une contrepartie de fonctionnement, bien entendu que la piscine, si vous regardez l'état d'une passoire et d'une capacité au jour d'aujourd'hui d'optimiser ses coûts de fonctionnement, bien entendu qu'on va avoir cette charge, et que derrière, si on construit une piscine, elle aura forcément toutes les qualités nécessaires pour avoir moins de frais de fonctionnement. Donc pour moi, ça rentre aussi dans une situation importante. Et encore une fois, si on regarde la temporalité qui nous reste, moi je le répète, mais il faut que ça soit clair, cette piscine, on peut la faire durer encore 4-5 ans sans qu'il y ait de problème très grave. En revanche, bien entendu, qu'après ces termes de temporalité de 4 ou 5 ans, on risque de mettre les mains dans quelque chose qui va être très compliqué. Donc il faut, l'année prochaine, et je le répète, parce que ce sera vous qui déciderez hein, sur le choix, mais j'aimerais bien mettre une étude maintenant très poussée en 2024 qui va nous permettre d'orienter la nouvelle piscine de l'intercommunalité. Et moi je pense que ça, c'est pas une option, parce que les coûts liés à ce fonctionnement, je le répète, vont être préjudiciables pour nos comptes, et donc il faudra bien qu'on s'oriente vers une nouvelle piscine. Donc ça, je veux que ça soit clair, et pour moi, il n'y a pas de problème. Juste, je peux rebondir juste sur l'étude. Donc par rapport au taux de base de la taxe foncière qui a augmenté, on ne touche pas, donc on avait dit qu'on modifierait en fonction des taux de base si ils augmentaient trop. Et on a dit en commission finance qu'il y avait un excédent de 80 000 €. Pourquoi pas ne pas flécher ces 80 000 € sur l'étude dès à présent, vu qu'on a un excédent de 80 000 €? Ah non, on n'a pas dit ça. Ah, j'ai compris comme ça. Ah, alors justement, ça c'est une réponse que l'on doit donner à travers, c'est que derrière, on a fait des scénarios. Vous savez, quand on est dans un budget par anticipation, on est obligé de créer des scénarios de recettes et de dépenses, et qu'on n'a pas toutes les cartes. Donc on essaye d'anticiper. À l'époque, on avait dit que dans le cadrage budgétaire, il était intéressant de faire une projection avec une revision des bases à 4 points. Elle est à 7,1. Et c'est vrai que le delta entre notre cadrage budgétaire et ça laisse 79 000 € de plus. On avait deux solutions, soit de les redonner aux contribuables, mais on s'est aperçu de l'autre côté que l'on avait un cadrage budgétaire que l'on avait fait sur aussi le foncier commercial, industriel, où on a été pénalisé de plus de 30 000 €. Et on a 3 éléments que je vous donnerai précisément, où on s'est retrouvé finalement en décalage avec notre cadrage budgétaire. Donc on est retombé sur nos pattes, mais et donc quelque part, et je pense que tu avais déjà posé, Sébastien, la question à Sébastien. Non, j'avais fait la remarque comme quoi on ne revenait pas sur la révision des taux, mais je n'avais pas demandé sur quoi c'était fléché. D'accord, mais sachant que le gros problème de tout ça, quand on fait un budget en antériorité, enfin moi, je n'arrive même pas à comprendre comment on ne peut pas le faire. Lorsqu'on commence le 1er janvier un exercice, sans avoir le cadrage budgétaire et le budget en place, pour moi ça me semble compliqué. Et je pense que beaucoup de collectivités se sont agrémentées le fonctionnement d'un budget qui arrive au mois d'avril. Et nous, pour une fois, je pense qu'on a fait les choses plutôt dans le bon sens. Et bien notre budget, il était déjà là au 1er janvier. Et forcément, il y a des corrections à faire, il y a des adaptations. Il y aura peut-être un budget modificatif à faire. Hein, je pense qu'on en sera là. Mais en tout cas, on a été, je pense, assez habile pour anticiper. Et je pense que si on peut nous donner un petit point d'agrément sur notre conduite budgétaire, c'est la première fois qu'on arrive à faire un budget en anticipation, et je trouve que c'est plutôt de bonne aloi. Encore une fois, gérer, c'est prévoir. Et plus on est en anticipation, plus on est capable aujourd'hui de cocher les cases de la vertu d'un budget qui est bien suivi. Parce qu'au mois d'avril, on arrive bien souvent au bout d'un tiers du temps
où on n'a pas de budget. Je suis désolé, hein, c'est ce qui se passe dans pas mal d'administrations publiques, et je trouve regrettable qu'on n'impose pas ces budgets à l'antérieur. Voilà. C'est mon avis et ça n'engage que moi. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Monsieur Guillotin, 2, avec Mme Baudet. Merci bien. Je vais te laisser la place pour la claque et j'en reprendrai derrière pour, et on va demander au président de rentrer. Vous pouvez revenir. Parce qu'il va s'endormir là-bas. C'est Sébastien qui va intervenir. Ah, c'est bon. Non, Il y a deux, il y a Ah, je ne l'ai pas vu. Il y a le compte administratif des organisations. Autant pour moi, j'ai le compte. J'ai fait le même il va repartir, je peux repartir. Ah ouais, j'ai. Il nous manque la. On regarde tout à l'heure. Tout de suite. Ça ira peut-être plus vite. Non, vous avez pas pris un café au bout alors. Ouais, c'est vrai que je reprends le truc par. Et je n'ai pas le 5. Ouais, merci. Super, merci. Le 5. Adoption du compte de gestion du budget annexe des ordures ménagères. Monsieur le rapporteur rappelle que conformément au Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L 2121-31 relatifs à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, le conseil communautaire doit se prononcer sur le compte de gestion dressé par le comptable public. Donc, considérons que les opérations de recettes et des dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. 1. Statuons sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire. 2. Statuons sur l'exécution du budget sur l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. 3. Statuons sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc, là aussi, s'il y a des questions. C'est le 4. Gestion principale, c'est ce qu'on a voté. Nous, on l'a pas dans l'ordre là sur le. Mais c'est aussi, je ne l'ai pas non plus sur l'ordre là. C'est pour ça. Vous avez faux. Il y a un second G. D'accord. Il a Ok. comme moi, il a le même que moi. Et moi j'ai le même, et donc Il a le forcément j'étais piégé. Mais désolé, c'est les erreurs du direct. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Monsieur Guillotin et Mme Baudet. Il ramène le texte complet. J'ai le même que toi. Avec les chiffres, et Mamie, t'as les mêmes que moi. J'anticipe tellement des fois que. Ouais, mais. C'est juste les mêmes chiffres, c'est les chiffres. Juste les Donc, chiffres. vous voulez que je vous redonne les chiffres du. Est-ce que ça... Non, vous les avez. On les a. Tout le monde. Sébastien, vous aviez raison. Finalement, on va à l'essentiel. On revient. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Guillotin. 2 fois et une. Et je vous remercie. Et je laisse. On peut rappeler le président. Et on rappelle le président. Voilà. Je t'avais pas. Ben, moi, c'est pas eu parce que je travaille sur la première chose. Ils ont ordonné une deuxième mouture. J'ai fait la même chose. Quand je l'ai téléchargé, Vous m'avez piégé. J'aurais dû te le C'était faire. juste pour dire qu'ils étaient. Que tout le monde était d'accord. Ça s'est mis à la dernière minute. Je vais dans les comptes. On travaille ça. Tu vas pour la claque? J'y vais pour la claque, j'attends que le président arrive et puis ça se fera et puis j'attaque. C'est bon, je peux y aller. C'est bon. Alors, on y va tout de suite. Adoption du règlement de la CLECT. Donc, la CLECT est composée de 16 membres, 2 membres par commune. Donc, un règlement a été mis en place pour répondre en tout cas à la demande des membres. Habituellement, les membres étaient nommés par le conseil communautaire. Maintenant, par un arrêté du maire, on peut changer les membres de la CLECT, sachez-le. Et il y a quelques modifications. Ce règlement est assez large. Il n'a pas été mis en place pour cadrer des choses
définitive. Je prends un exemple, quand vous prenez une compétence, pour redonner une compétence, vous avez une part de back-office, une part de gestion administrative, et cette gestion administrative, et c'est les membres de la CLEC qui proposeront un taux pour être de 5 à 20% de besoins humains pour gérer la compétence. Voilà, ça c'est un des exemples. Vous avez également la possibilité, dans la prise de compétence, d'avoir l'investissement qui soit pris ou non. Ça, ce sera un choix aussi que la CLEC fera. Et il y a aussi la possibilité, si la compétence est trop complexe, d'avoir une demande d'un tiers des membres du conseil communautaire pour faire un audit avant la prise de compétence. Voilà, de manière générale et un peu synthétique, les points du règlement. Mais si vous avez des questions, je reviens sur ce qu'a dit Claude tout à l'heure, va peser sur nos finances, quand il disait ça, sur les finances des communes, dans les transferts de compétences pour la piscine, je tiens à le dire, va peser sur pas sur celle de la communauté de communes au prime abord, puisque logiquement, les transferts de charges se font à hauteur des charges transférées. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce règlement de la CLEC ? Juste un petit éclaircissement, si tu le permets, c'est par rapport au fait que l'arrêté du maire précise les noms des personnes au niveau de la CLEC. Est-ce que le règlement qui va être adopté aujourd'hui va être en vigueur dès demain? Est-ce que ça risque de changer des choses demain? C'est l'autre question. Et est-ce qu'il est prévu dans le règlement un arrêté du maire quand il le souhaite, ou en début de mandat, ou en fin de mandat? Est-ce que les personnes qui seront présentes auront au moins la lisibilité des différents dossiers sur le long terme ou sur le moyen terme? Oui, bien sûr. Parce que faut pas que ça change tous les 5 minutes. En réalité, on a 16 membres, et des fois, il y a des membres qui ne venaient plus. Donc on avait cette problématique qui faisait qu'on voulait le remplacer. Donc, et le problème, c'est que ça avait été nommé par le conseil communautaire. Donc au départ, on essaye de faire dans la réactivité, de dire qu'un membre qui ne se présente pas 3 fois, par exemple, pourrait être sorti de la CLEC, et une personne qui pourrait être remplacée par le maire sur démission, c'est un peu ça, une demande au président de la CLEC, et derrière, il pourrait être remplacé, le maire choisirait quelqu'un d'autre. Le but, c'est qu'elle soit efficace, cette CLEC, et qu'on puisse travailler au moins en nombre, que toutes les communes puissent être représentées. On imagine des fois une personne qui ne vient pas, l'autre personne est malade. On a mis également la possibilité de donner un pouvoir. On a donné la possibilité, on se donne quand même l'obligation d'avoir le quorum. Donc on a essayé de cadrer. Avant, on aurait pu faire une CLEC à 3 et rendre un avis, parce que la CLEC ne rend que des avis, je tiens à le dire. Et ces avis-là partent au conseil municipal et ensuite reviennent au conseil communautaire. Donc voilà. Le but, c'était surtout de remettre un cadre et de permettre à cette CLEC de vivre par rapport aux personnes qui n'y participaient plus. Tout ça. Ok, merci. Autre chose? Non? Ça ira? Donc, on va le passer au vote. Qui est contre ce règlement? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, nous pouvons passer au point 7, vote des taux de la fiscalité directe locale 2023, ce qui ne sera une nouveauté pour personne. Claude? Monsieur le rapporteur rappelle qu'il appartient au Conseil communautaire de fixer les taux d'imposition de la fiscalité directe locale, conformément au Code général des impôts. Ainsi, les taux d'imposition des 2 taxes foncières, bâties et non bâties, ainsi que le taux de cotisation foncière des entreprises ont été fixés par délibération en date du 13 décembre 2022. Par ailleurs, à la suite de la suppression de la taxe d'habitation, seule la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la THRS, est restée une recette fiscale de la CCPHVA. Après une période de gel de taux de la THRS liée à la réforme, le pouvoir de variation des taux sur cette redevient possible. Enfin, il convient de fixer un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la suite de la réception des bases prévisionnelles d'imposition. Donc, le taux de taxe d'habitation de la résidence secondaire est fixé à 9,25. Si demain, on ne délibérerait pas, elle passerait à 0. Donc, on doit absolument délibérer pour laisser. Alors, elle est pareille que celle qui était auparavant. Donc, elle ne bouge pas. On aurait pu, éventuellement, dire qu'elle bouge. Et ça, je propose que, peut-être l'année prochaine, de discuter entre nous, par une commission ou par un groupe de travail, pour voir si on la fait évoluer ou pas. Donc, on la laisse telle qu'elle est. Sachant que quand vous allez la bouger, vous allez forcément bouger la taxe entière. Donc, ça sera une discussion.
Je pense qu'il était prématuré de la changer. Je pense qu'elle doit rester telle qu'elle est. Enfin, c'est mon avis, c'est pour ça d'ailleurs que je vous la propose. Et donc de la laisser à 9,25%. Ensuite, après, s'il y a des questions, on reprendra sur les deux. Le taux de taxe d'ordures ménagères, alors moi on m'a dit que c'est historique, que pour les communes de Villerupt et d'Audun c'est 15,63 et que pour les autres communes de l'intercommunalité on est à 15,46, soit 0,17% de plus pour des services qui apparemment ne seraient pas les mêmes pour les petites communes que les grosses. Alors j'ai pas participé à l'époque à cette discussion et à cette répartition de ce pourcentage. Est-ce qu'il est bien? Il n'est pas bien. En revanche, ce que je vous propose aujourd'hui, encore une fois, de façon, si vous voulez qu'on en rediscute, les laisser pour l'instant tels qu'ils sont et peut-être rediscuter de tout ça plus tard. Mais voilà ce que je vous propose et ce que le Conseil communautaire doit délibérer et décider. Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, il aurait fallu augmenter la taxe pour les résidences secondaires. Les personnes qui... Je pense par exemple, rien que pour Rélange, quand on voit le nombre de personnes qui viennent habiter à Rélange, qui sont à Rélange 24 heures sur 24 et qui ne participent pas à la vie du village et de la commune, c'est inadmissible que ces gens-là puissent entrer dans notre village, faire ce qu'ils veulent et ne pas payer. Ne pas payer, de contribuer à la vie du village. Donc, est-ce que ce sont des résidences secondaires au des sens légal? Il y a 99% de résidences de l'année. Ils sont là toute l'année. Ils ne sont jamais au Luxembourg. C'est des gens qui habitent à Rélange. C'est pas une résidence secondaire. Ils sont là en résidence secondaire parce qu'ils ont un boîte aux lettres quelque part au Luxembourg. J'entends bien qu'ils sont en résidence secondaire à titre principal et qu'il y a une faille au niveau légal sur ces résidents qui ont une boîte aux lettres au Luxembourg et qui habitent chez nous. Alors ça, c'est une question que tu as déjà soulevée. Je me rappelle des personnes qui avaient des maisons en Italie, autrefois, maintenant de moins en moins, et bien, quand ils allaient en Italie, ils restaient 5 mois et quelques jours pour arriver ici, donc passer 6 mois en France, et ensuite retourner en Italie. Et là, dans mon village, et tout près de moi, il n'y a que des résidences secondaires qui sont des résidences, des personnes qui vivent là 24 heures sur 24. Bon, ils vont travailler parfois, quand même, mais ils sont là toute l'année et ils sont considérés comme en résidence secondaire. Je vais redire ce qu'on avait pu dire déjà tout à fait précédemment dans une réunion, c'est que c'est une question que je demanderai le texte de loi, pour cette CIG-là. C'est trop tard pour le mettre à l'ordre du jour, mais pour le mettre à l'ordre du jour de la prochaine CIG. Parce qu'il faut nécessairement qu'on ait des bases légales qui nous permettent de... Alors il y a déjà un certain nombre de choses qui vont être discutées, la CIG, conférence intergouvernementale aura lieu lundi prochain. Il y a un certain nombre d'irritants, comme ça. Voilà. Celle-là, on aura un dernier bureau du PMF demain pour la finaliser. Je pense qu'il sera trop tard, puisque en gros les textes sont... Mais je demanderai que ce soit mis dans les prochaines discussions. Et juste pour faire un complément, c'est le même problème sur la taxe d'habitation pour des gens qui ont des gros salaires et qui ne contribuent pas, qui ne contribuent absolument pas aujourd'hui à la fiscalité. Et je pense que si on devait aujourd'hui avoir une action forte avec nos parlementaires, c'est que quand il y a des salaires élevés lorsqu'on est en location, je parle quand on a des salaires élevés, qu'on doit contribuer à l'effort de la fiscalité, de l'intercommunalité, mais aussi des communes. Et je pense que ça, c'est une démarche qu'on doit avoir, parce que c'est pas normal que tout soit fléché sur le propriétaire, et que quand il y a des salaires élevés, qu'on ne puisse pas tenir compte du foyer fiscal élevé de ces gens-là, qui ne contribuent absolument pas à la fiscalité des communes et des intercommunautés. Eh bien, sous présentation, c'est une démarche qu'on est en train de parler, mais on sort de notre axe. Mais quand même, c'est compliqué d'avoir des salaires de plus de 4 000 €
en étant locataire et de venir et de ne pas contribuer à la fiscalité de la commune ou de l'intercommunalité. C'est tout ce que je dis. Pour les petits salaires, non, mais d'avoir au moins cette capacité de dire quand il y a des salaires élevés, eh ben, on doit contribuer à la fiscalité. C'est du même acabit. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, c'est l'honnêteté et la sincérité de la démarche à transmettre à nos parlementaires. Absolument. Mais c'est ce qu'on peut faire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ce qui concerne ce vote de taux de fiscalité directe locale? Donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? Non. Ah, abstention. Alors pas l'unanimité. Si, c'est Contre ou abstention? Une abstention pour M. Simarelli suite à son intervention, ce qui se comprend. Bien, point 8. Convention de contrainte de service public avec l'établissement public industriel et commercial de l'Arche. Alors le titre peut paraître un peu violent, néanmoins, nous devions de revoir la première convention que nous avions pu passer avec l'Arche au vu de l'historique depuis son ouverture. Nous avons repris l'essentiel de ce qui avait été prévu dans la première convention en amenant un certain nombre de précisions sur ce que nous pouvions attendre de l'Arche, et vous en avez tous été destinataires, sachant que c'est bien un contrat que l'Arche devra respecter, et pour ce faire, nous avons aussi refixé des limites financières et des budgets attribués à un certain nombre d'actions. Donc c'est en ce sens-là que Claude va vous présenter un peu ce que nous avons décidé et ce que nous vous proposons en termes de financement de l'Arche pour l'année qui vient. Claude. Donc cette convention, monsieur le rapporteur a rappelé que la création de l'Arche de l'établissement public industriel et commercial était effective depuis le 12 mai 2021. L'Arche a pour objet d'accompagner les transformations du territoire au service de ses habitants et de développer les synergies entre ces forces vives en s'appuyant sur les actions artistiques et culturelles, mettant prioritairement en avant la rencontre entre le son et l'image, ainsi que toute forme de création numérique. L'établissement est un lieu de référence dans le domaine de l'audiovisuel et des arts numériques, et prioritairement dans les rencontres avec les arts scéniques, spectacles vivants, événementiels et le cinéma. Le budget de l'Arche est financé notamment par ses propres recettes d'activités culturelles, d'activités de bars et de restaurants, de mise à disposition des locaux, de subventions spécifiques aux actions mises en œuvre et par une participation de la CCPHUA. Cette dernière doit être déterminée et justifiée par les contraintes de mission de service public conventionnées entre l'Arche et la CPHUA. Cette convention a pour vocation de poser le principe des objectifs généraux, seront repris et détaillés annuellement dans une convention de contraintes de service public, et que ces contraintes seront mesurées et compensées financièrement à la hauteur des charges qui incombent à l'EPIC pour leur réalisation. Donc, l'EPIC, c'est le statut sur lequel est régi l'Arche, établissement public industriel et commercial. Donc, les rappels de la mission, je vais passer, je pense que tout le monde l'a lu. Proposer un projet artistique et culturel s'appuyant sur une dominante d'image et de son, également ouvert de la pluridisciplinarité. Développer des projets et des échos de besoins du territoire et de ses habitants et des associations, entreprises, artisans, commerçants. Culture, environnement, mobilité, développement économique, attractivité, éducation, santé. S'inscrit dans la transformation urbaine et économique du territoire en intégrant son histoire, de son patrimoine et de sa diversité, des cultures de la population présente et à venir. S'inscrire dans une échelle transfrontalière, favoriser la mobilité et faire sortir le projet de ses murs, développer un projet collectif à l'échelle du territoire, et l'amener à rayonner au-delà de ses frontières. Accompagner les premières étapes du projet artistique novateur, favoriser les échanges et la mobilité des artistes entre la structure française et celle de la grande région,
et au-delà, mettre en œuvre des actions culturelles sur le territoire transfrontalier avec des acteurs culturels, associatifs, scolaires, crèches et EHPAD, permettre aux usagers de se restaurer, assurer l'accessibilité aux Fab Labs en offrant aux utilisateurs un accompagnement et une facilité d'accès, développer des ateliers autour de l'adolescence numérique, etc., repères, café. Donc en gros, c'est bien le cahier des charges qui s'impose à l'Arche, d'accord? Et vous l'avez tous dans les documents qu'on a pu vous envoyer. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas neuves, hein, et loin de là. Lorsqu'on a conçu l'Arche et le projet, et qu'on a fait toutes les modes de subvention, ça c'était déjà indiqué. On a peut-être remis l'accent sur un certain nombre de choses, et cet accent qu'on a pu mettre sur un certain nombre de choses, on l'a transcrit dans quelques obligations budgétaires. On parle du restaurant, par exemple, Claude, on a fixé des objectifs. Lorsqu'on dit que le restaurant doit être accueillant, on a demandé que les enfants soient accueillis avec un menu qui leur convienne. On a demandé qu'éventuellement on puisse s'adapter, alors je ne dirais pas à tous les régimes, d'accord, mais non, mais parce que c'est quasi impossible dans ce type de structure, mais que quelqu'un qui souhaiterait un repas végétarien puisse éventuellement ne pas être obligé de manger de poisson. Mais bon, et puis aussi qu'en fonction des manifestations, on puisse ouvrir l'Arche et servir autre chose que le repas de midi et le repas du soir. D'accord ? Parce que dès le départ, dans les scénarios qu'on a pu monter, les recettes liées au restaurant dans ce mode-là devaient participer au budget de l'établissement. Et donc il était important de rappeler que le restaurant se doit d'atteindre un certain objectif financier pour équilibrer le budget. D'accord ? Voilà. On a aussi rappelé ce qu'on pouvait attendre dans un certain nombre de domaines, mais je pense que vous l'avez tous lu. Alors, ça a demandé quelques discussions avec l'Arche, évidemment. Carmelo n'est pas là ce soir, mais vous savez qu'on a mis en place maintenant une équipe d'accompagnement pour préparer les conseils d'administration, d'accord ? Dernièrement, on a causé cinéma. Donc, je dirais qu'à l'expérience, nous sommes en train de nous mettre d'accord ou de rappeler les objectifs premiers après une année de fonctionnement. Voilà. Et donc ce qu'on vous demande là maintenant, c'est de m'autoriser à signer cette convention avec le directeur de l'Arche. Je donne simplement la répartition, parce que c'est important de connaître la répartition, hein. La subvention, parce que je pense que ça va faire peut-être partie des questions. C'est ce que je pensais que vous aviez les subventions, 620 000 € aujourd'hui de subvention pour l'Arche. On ne peut pas aujourd'hui, et je le répète, sur la problématique de la location de la chaudière, on ne peut pas leur imputer cette location. Donc il y a 40 000 € aujourd'hui de location de chaudière qui vient finalement agrandir la subvention qui passe de 600 à 680. Et le problème, le delta de l'énergie, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui une chaufferie provisoire n'a pas les caractéristiques spécifiques d'être à la performance que l'aurait été une chaudière qui est spécifique à l'Arche. Donc, à ces 660 viennent s'intégrer les 20 000 € d'énergie supplémentaire, ce qui nous donne aujourd'hui une subvention de 680, sachant que, bien entendu, que cette convention est revue chaque année, et lorsqu'il y aura cette centrale énergétique, et croyez-moi, je vais pousser pour que ça se fasse, on est en train de mettre une petite commission qui travaille d'arrache-pied sur le sujet, et après, bien entendu, que l'allocation de la chaudière, l'énergie qui va être forcément remis peut-être en question parce qu'on aura forcément des meilleurs prix du mégawattheure, et ben on reverra à la baisse la méthode de la compensation financière de système. Après, ce qui a été bien, c'est qu'ils ont été fléchés. Ils ont été fléchés dans 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe cinématographique, qui est à la hauteur de 270 000 €. Il y a l'axe spectacle vivant à 210 000 €. Il y a l'axe culturel à 180 000 €. Et ensuite, il y a le développement de l'initiative à visée professionnelle et les dotations de compensation contraintes au service public qui est fixée à 20 000 €. Donc si vous reprenez finalement la répartition, elle revient aux 680 000 que je viens d'exposer sur les 4 axes.
Une question, alors je ne sais pas si ça c'est en rapport avec l'Arche. Concernant le Fab Lab, j'ai entendu dire que c'était fini, c'était abandonné. Est-ce que c'est juste une simple rumeur ou parce que c'est quelque chose qui fonctionnait bien, la population a apprécié? Mais est-ce que c'est juste une rumeur ou... Alors moi je pense, suis pas au courant. c'est pas une rumeur et c'est pas abandonné. Je pense qu'un Fab Lab aujourd'hui, il a toute sa place à travers les stratégies techniques et industrielles de demain, et de mettre cette capacité à nos jeunes de notre territoire ne fait que épaissir et muscler leur capacité à comprendre les enjeux de demain. On est bien en retard par rapport aux Américains. Les Fab Labs sont quelque chose de bien installé en Amérique. Alors, je me sers de l'Amérique de temps en temps, des États-Unis, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais sur le coup, ils sont plutôt bien ancrés là-dessus. Et je pense que ça serait une erreur, Sébastien, demain, de vouloir arrêter le Fab Lab. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Non, déjà, alors, le Fab Lab, et on le rappelle dans la Convention, il se doit de fonctionner. Et ils ont normalement embauché, il y a quelqu'un qui est prévu pour faire tourner le Fab Lab. Est-ce qu'il tourne à la satisfaction générale? Si nous le rappelons fermement, c'est que peut-être. Et si nous le mettons en objectif, c'est que. Mais la politique qu'on a mise en place de ce Fab Lab, dont je rappelle qu'il était ici, hein, oui. Il était ici, ce Fab Lab, et il fonctionnait, d'accord? Et il a répondu à un certain nombre de besoins. Dès lors que nous avons transféré le matériel à l'Arche, en gros, on l'a donné à l'Arche, hein, mais ça a toujours été prévu comme ça. Eh ben, ils se doivent, 1, de le faire fonctionner, 2, de nous rendre compte. Et là, je pense que vous l'avez vu, mais il y a plusieurs points d'étape qui sont prévus chaque année, à la fois financièrement et en rapport d'activité, pour que nous soyons certains que les objectifs qui ont pu être fixés sont atteints. Et pour ce qui est du Fab Lab, je souhaiterais qu'il fonctionne. Donc, non, mais c'était juste parce que... Oui, donc il n'y a pas c'est pas fermé, quoi. Non. Au même titre que les Repair Café fonctionnent. Hein. Ça fonctionne toujours? Oui. Là, par contre, j'interviendrai. Et on va être d'accord avec Sébastien, parce qu'il est vrai que quand on venait ici, on entendait beaucoup parler, il y avait une démonstration toujours du Fab Lab avec les retraités électriciens qui permettaient de faire le Repair Café et d'amener beaucoup de la population. Or, je peux déplorer que quand même, depuis que c'est à l'Arche, on n'entend rien du Fab Lab, or que je rencontre Dan et à chaque mois je participe au Repair Café avec une autre élue et je peux que regretter qu'il n'y a pas autant de publicité et de visibilité au niveau de l'Arche pour le Repair Café comme il en a été fait quand elle était ici. Parce que ici, on avait la formation qui passait aussi bien, publicité sur la CPHBA, elle était reliée par les communes, et là, on va dire, peut-être avec maladresse où il débute, il a pris un listing des anciens et il a envoyé à certains. Tous ceux qui avaient l'habitude de venir ici avant n'avaient pas eu le mail comme quoi maintenant que c'était là-bas. Donc on a dû faire un peu le téléphone arabe. Si on peut dire ça comme ça. Eh bien, je prends note de votre intervention et lorsque nous signerons cette convention dans laquelle nous avons parlé du Fab Lab, je me ferai l'écho de... Par contre, une meilleure visibilité aussi sur la route, les gens, pour dire l'Arche. Oui, mais... Passer vers le normal, Oui, alors ça, on ne change pas rien parce qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir mettre d'autres panneaux que ceux-là pour l'instant, mais si vous regardez les travaux, on arrive bientôt à la connexion directe à l'Arche et on aura vu ces problèmes. Alors ça, on ne peut que le regretter, mais ça va venir. Il y avait d'autres interventions éventuellement. D'ailleurs, on ne l'a pas lu, mais à la page 349, Sébastien, l'utilisation du Fab Lab, et on dit dans le cadre de son projet de soutien aux pratiques numériques, la CCPH a cédé son Fab Lab mis en place en 2020 et a fait don de tout le matériel imprimante 3D, scanner, machine à coudre, et le PCI mettra à disposition un parc acquis ainsi que la capacité du personnel technique et permanent de l'EPCI pour les utilisateurs du Fab Lab. Non, mais il n'y a pas de souci, Claude. C'est juste que j'ai eu une information, on m'a reporté une information comme quoi il n'y aurait plus de Repair Café dans l'avenir. C'est pour ça que ça m'a surpris. Ça a été une interprétation parce qu'on était là, il y avait, comment il s'appelait, celui qui venait de Metz Oui. Voilà. Oui, l'animateur. Voilà. Et qui était là avec les électriciens qu'on avait l'habitude de travailler au Repair Café, qui, il y a 2-3 mois, qui ont annoncé leur départ pour être sur Metz. Parce qu'eux, ils sont là pour aller sur les territoires, développer les Fab Labs ainsi que les Repair Café. Dès que ça a commencé à s'étendre,
eux ils repartent dans d'autres endroits. Et ils une le fois- relancent ailleurs. Voilà, et nous quand on a l'habitude, quand tu vas chez le même boucher, tu as l'habitude qu'avec le boucher là, et tu as du mal avec les nouvelles têtes, c'est simplement les anciens qui partaient ailleurs, et on avait des nouveaux qui devaient reprendre dans le personnel de Donc là. je m'en ferai l'écho, sachant que j'avais déjà plus ou moins pointé dans les exigences que pouvait avoir. Monsieur Guillotin. Oui, Monsieur le Président, j'avais en mémoire les chiffres qui m'ont été redonnés par Monsieur Bossec à l'instant, je le remercie. Et personnellement, j'aurais plutôt vu une convention basée sur 620 000 et non pas les 680 000, puisque de toute façon, si on adopte cette convention en l'état, on sera obligé de passer un avenant pour le retrait de la chaudière et de la somme chaudière et énergie. Parce que le total qui est de 680 englobe les trois. Alors que, en faisant une convention que sur 620 000, entre guillemets, on était tranquille et on pouvait mettre un avenant temporaire pour la chaudière et le reste. De toute façon, chaque année, on va être obligé de redéfinir, parce qu'on va mesurer finalement si c'est bien fléché à la destination. Donc après, parce que je ne sais pas, est-ce que ça va durer un an? Est-ce que c'est ça la question. Oui, mais tant qu'on ne l'a pas, on ne redéfinira pas de cette tradition. Mais il me semble que dans la convention, c'est écrit noir sur blanc que dès lors que la chaudière est en place, oui, c'est écrit noir sur blanc. Mais il faudra un avenant à la convention pour modifier, parce que la répartition des 4 critères, elle est sur... C'est quelque chose qu'on peut même faire dans un bureau décisionnel. Vous faites confiance. Oui, oui. Nous n'avons aucun intérêt, alors là, on a une forme de devoir, mais nous n'avons aucun intérêt, les fluides, quels qu'ils soient, appartiennent à la gestion de l'art. Il se trouve qu'il y a une situation particulière, dès que nous l'aurons remise, alors des fluides à flot, ça n'aurait pas de sens, mais bon, dès que nous aurons fait cette nouvelle installation pour le chauffage, l'Arche se débrouille avec ses consommables et son budget. J'ai juste une question, parce que les questions autour de la table amènent d'autres questions sur le stationnement autour de l'Arche, sur lequel, au préalable, quand le permis de construire a été posé, il devait y avoir, de la part de l'EPA, 2 parkings en silo. Oh là! Oh là là! Non mais Gilles, mais ça, on a eu un tas de réunions où on a déjà donné les informations, donc je peux te la redonner. Dans le premier projet stratégique opérationnel et aménagement de l'EPA, il y a longtemps, était prévu dans le hub de mobilité 2 parkings silos. Et cette question nous a été posée très régulièrement. Et très régulièrement, à un moment, j'ai dit, si tout va bien, il y en aura un. Et puis j'ai dit, eh ben, si tout va bien, il n'y en aura plus. Et donc, pour l'instant, dans les aménagements de l'EPA tels qu'ils sont prévus, il n'y a plus ces parkings silos. C'est quoi un parking silo? C'était des parkings aériens, comme on peut en faire. Bien, donc ça, c'est pas nous qui en prenons la décision. Néanmoins, par rapport à l'Arche et au problème de stationnement, il y a une solution provisoire qui a été, et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est une étude de l'ensemble des parkings qui permettent les soirs de grands routes. Alors peut-être ce soir, le métal va faire du monde, j'en sais rien. Mais si on regarde les aménagements qui vont se faire avec la zone commerciale, avec des parkings qui serviront à rien le soir, hein, plus celle de la zone commerciale d'Audin, plus éventuellement un certain nombre de parkings à Virus. Quand on regarde ça, et tout ça à pied en moins de 15 minutes, c'est faisable. Et il n'aurait pas été raisonnable d'augmenter les surfaces de parking pour l'événement qui amènerait, parce que pour le reste de l'année, en général, il y a de quoi stationner. On n'a pas de vrai problème. Mais donc les silos, Gilles, il y a très longtemps que nous n'y pensons plus. S'il y a une étude sur d'autres parkings, tant mieux. Voilà, parce que je pense qu'il va y avoir des problèmes sur les événementiels. Il y a déjà des problèmes. Non, mais pour les événementiels, je répète, il y a bien des parkings qui existent et qui seront utilisables. Dans la zone d'activité, à 18h30, 19h, il y a plein de places. Quand on aura Marine Blachère, le Grand Frais et tout, qui fermeront à 19h, il y aura de la place sur les parkings. Donc, on ne va pas aller inventer des parkings. Si vous me permettez, on est un peu en retard. Est-ce qu'on passe au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Je vous remercie, je signerai donc ça prochainement. Adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2022-2027. C'est le point 10. Hein. Il y a un 9 que j'oublie. Oui. Le point 9, fixation. Voilà.
J'y vais. Stéphane, tu y vas. Fixation des tarifs de la part incitative, hein, pour la bonne nouvelle, ils n'ont pas changé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Déjà le prix du litre n'a pas changé. Donc il est toujours à 0,01746. Donc est-ce qu'il y a des questions là, sur... Tel que nous l'avions défini précédemment. Exactement. J'ai juste une question. Oui. On a bien vu que le budget annexe aujourd'hui est déficitaire. Exact. Donc tu t'attendais bien à la question. Bien sûr. Et qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui entrevoir pour que ce budget redevienne à l'équilibre? Est-ce qu'on a des solutions? Une des solutions qui a été proposée au sein du Conseil, c'est surtout, même en bureau décisionnel, ça a été que les administrations aujourd'hui participent également au financement de la TOMI, et donc ce sera mis en place, hein. Donc ça devait être mis en place pour le 1er avril, on attend les containers qui vont arriver, donc toutes les administrations seront soumises demain à une redevance spéciale qui sera de la moitié en tout cas du prix du 0,1746 du prix du litre. Donc voilà, ça a été... Quand on dit administration, c'est l'ensemble des lieux publics. Tout le monde, associations, donc toutes les collectivités seront soumises demain, enfin pas demain, très rapidement, je pense début mai, à cette taxe. Pourquoi? Pour deux bonnes raisons, hein. Aujourd'hui, tout le monde doit porter l'effort. Je pense que c'est important, et de voir aujourd'hui les associations ne pas le faire et ne pas porter cet effort continu sur l'ensemble du territoire. Je trouve que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, tout le monde est assujetti à, enfin en tout cas, une taxe sur sa production de déchets. Je pense qu'on le dit souvent, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc aujourd'hui, tout le monde va faire l'effort sur le territoire, en tout cas, pour diminuer ses déchets. Pourquoi? Pourquoi? Il faut bien le savoir. Je dis, les coûts des déchets vont augmenter. Il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, ils sont pris en charge la plupart du temps dans les administrations, dans le tissu associatif, ils sont pris en charge par les habitants. Et il est tout à fait normal aujourd'hui que tout le monde participe. Donc il peut y avoir des mises à disposition d'une manière ou d'une autre, ou un tri qui puisse se faire, sachant très bien que tout ce qui est trié n'est pas à payer. Donc voilà, le choix a été fait en bureau décisionnel, et donc il sera... Qui produit paye. Non mais les associations sont averties. Les associations doivent être averties, parce que logiquement Nathalie a fait le tour des mairies, et les mairies se doivent d'être en rapport avec leurs associations. C'est pas la communauté de communes qui est en direct avec les associations, il faut le redire. Ouais, à chaque mairie d'organiser son truc. Voilà, je pense que il y aura un point. On doit faire une information importante sur le sujet, et je pense que de faire un acte vis-à-vis des associations... Qui est tout à fait normal. En commission, il avait été dit que la communauté de communes allait vers les associations faire preuve de pédagogie. C'est pas la commune qui doit faire le travail. Alors le problème, c'est que par rapport à ça, le seul lien qui est entre l'association ne dépend pas de la communauté de communes. Je veux dire, au niveau information, je pense, sur l'ensemble des communes, il doit y avoir peut-être, mais le plus simple ça aurait été faire peut-être une réunion publique ou deux, de manière à permettre aux associations de venir et de venir entendre, ce qui sera beaucoup plus simple. S'il vous plaît, parce que tout à l'heure on lève la main et puis... Oui, ça va venir. Ça va venir. C'est juste une réponse. C'était ce qui avait été dit en commission. Je veux dire, c'est une compétence intercommunale, et c'est pas d'utiliser les mairies pour faire le travail, d'expliquer aux associations comment ça va se produire. Le problème, c'est que le seul lien qu'il y a entre la communauté de communes et les associations, c'est la mairie. J'en vois pas d'autre. J'en vois pas d'autre. Mais après, c'est comme D'autant qu'en une histoire de général, dames, allez-y. Les associations, en général, elles sont dans des locaux qui sont à gestion communale. Elles organisent une manifestation, on leur met une bête. C'est bien avec la mairie que ça va s'arranger. Ben non, on peut toujours imaginer qu'on fera une réunion pour les associations qui veulent se déplacer. Mais il n'en demeure pas moins que dans le quotidien, dès lors qu'il y aura une manif qui se passe à Homès ou à Autange ou à Boulange, c'est la mairie qui servira de relais avec les associations dans le cadre de leur organisation. Parce que soit les associations vont mettre en place une forme de tri qui fait que ça va faire du sac jaune, et puis qu'il y aura le biodéchet d'ici là, et puis il y aura donc... C'est bien à chaque événement et en fonction du type d'assos qu'il faudra définir comment ça peut se faire. Frédéric? Oui, moi j'avais juste une question. Gilles, j'ai vu, tu auras la parole. Oui, oui. Il y a Sarah. Moi j'avais juste une question par rapport à des associations comme la Croix-Rouge par exemple, qui sont systématiquement victimes de dépôts sauvages devant leurs portes. Donc là, s'ils mettaient en place cette taxation,
Je le redis de manière générale, le chemin vers la déchetterie coûte 0. Hein, pour les communes ou autres ou associations, il coûte 0. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde peut se rendre à la déchetterie et ne pas payer les dons. Attends, on va... Non, après, bien sûr, il y a du cas par cas, je sais pas... Alors, ça va revenir. Alors justement, moi où je suis pas d'accord aussi, et là je vais rejoindre aussi Frédéric là-dessus sur la Croix-Rouge, il n'a pas tort. C'est une grosse problématique. Je pense que Villeruy aussi a des dépôts à l'arrache énormes. Et je me rappelle encore une histoire, Stéphane, que tu nous rappelleras. On nous a dit que la collectivité, elle a un jour défini pour la déposer. Quand tu as les objets encombrants qui mettent du lundi ou mardi, qui débordent jusque sur la route, tu vas pas dire que tu vas attendre jeudi pour que la commune elle puisse se ramener à la déchetterie. Mais elle peut le ramener quand elle veut. Elle peut le ramener quand elle veut, mais elle va dans la file. Oui. Elle n'est pas le seul usager, donc elle fait la queue. Ok. Donc ça, on peut le faire. Par contre, il y a un truc que je pense après, c'est par rapport à Guillaume, et que lui, eux, ils ont côté Meurthe-et-Mosellan, et nous, Audin, c'est le côté association d'assertion. Aïko et voilà. On intervient souvent même en Moselle, parce qu'on a un accord que si Aïko ne peut pas intervenir, c'est nous qui intervenons. Voilà, mais par contre, si eux, ils vont à la déchetterie, ils payent. Alors ici, pas grand-chose. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Le problème est différent ailleurs, mais ici... Exact. Pas les mêmes sons de cloche que j'ai. Alors mieux que ça... Ici, il y a un forfait qui est fait à 27,50, je crois. Dans les 27,50, de toute façon, voilà, c'est la personne... c'est pas beaucoup. Honnêtement, ils ne payent pas à la hauteur. Personne gagne de l'argent, mais pas nous. Exact, personne gagne de l'argent. Stéphane, lorsque j'entends ces diverses questions, avec chacun qui peut avoir des questions assez différentes à poser, alors qu'en fait, on a voté le tarif du litre ce soir. Il me semble qu'il serait peut-être bon dans l'une de tes prochaines commissions que tu vois avec, je veux dire, des représentants locaux ces problèmes particuliers et qu'on voit comment les régler. Parce que vous dites, pour moi, c'est bien plus cher que ce qu'il est en train de me dire. Enfin bon, voilà. Donc, c'est certain que tous les systèmes qu'on va pouvoir mettre en place auront des inconvénients et seront difficiles et ne seront pas nécessairement perçus. L'information des associations, quand vous dites c'est le problème de la Comcom, c'est pas le problème des mairies. C'est pas l'information. C'est la com. Oui, mais de la communication, on peut en faire. On peut faire de la communication générale. Je trouve que, vu que ça avait été dit en commission, je pense que le 1er mai c'est trop tôt. Je pense qu'il faut décaler. Ça devait être le 1er, je tiens à le dire. Mais si la de manière générale, toutes les communes ont été, on va dire, il y a eu un entretien avec tous les services des communes. Toutes les communes ont été visitées. La mise en place, et il ne faut pas se le cacher, pourquoi Claude a posé une question, pourquoi elle s'occupe des finances, il n'est pas fou, il a bien compris la problématique. C'est qu'aujourd'hui, les déchets sont produits, on a aujourd'hui des communes qui vont 0 fois la déchetterie. Vous avez entendu, 0 fois la déchetterie. Alors, le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans les ordures ménagères. Ces ordures ménagères nous sont facturées et ça augmente le coût. Donc aujourd'hui, cette taxe va permettre aux communes, à toutes les communes, de se rendre à la déchetterie. Déjà une. Donc ça va diminuer le poids des ordures ménagères. Parce qu'aujourd'hui, on a mis en place une TOMI, sur laquelle, on va le voir après, on a également un plan de diminution des déchets. Et on paye aujourd'hui des pneus comme étant de la nourriture qui est renvoyée. Et je trouve pas ça, moi je trouve pas ça normal. Et la commission environnement a fait cette proposition qui est remontée, je tiens à dire, ça revient quand même de la commission environnement, qui est remontée et qui a demandé à ce que tout pollueur paye. Donc dans la commission environnement, il y a toutes les communes. Donc voilà. Non mais il y a une vraie logique là. Voilà, c'est Je rejoins quand même un peu M. le Président, où il est bien de faire une réunion. Ouais, non mais voilà. Avec, moi je privilégie les associations d'insertion. À partir du moment où on a comme tremplin qui avait le contrat de faire les objets encombrants et qui c'est pas respecté, c'est parti aux oubliettes. On a tous ces communes où on vit les objets encombrants, où on manque de civisme dans les villes et que c'est à l'arrache partout. Ça devient un dépotoir partout. Il faut là aussi régler le problème. Si maintenant les petites associations d'insertion peuvent faire fournir ce travail, donner du travail déjà aux jeunes. Mais moi j'ai des encombrants. Et alors permettre un accès de déchetterie un peu plus accessible, gratuit. Je reviens juste sur... là, je pense que... Alors déjà on va revenir sur le prix au litre, après je vais juste remettre un petit cadre. Ce qui va être mis en place dans les communes, c'est un bac pucé. Tout simplement, la déchetterie
Les associations peuvent aller à la déchetterie comme avant. Les communes peuvent aller à la déchetterie comme avant. La seule chose, c'est que les poubelles noires, donc les ordures ménagères, n'auront plus certainement ces encombrants. Et c'est juste ça, en réalité, qui est mis en place. Et les associations devront trier et faire attention. Les communes ont leur bac, comme toujours. Sauf qu'il y aura un effort qui sera fourni à chaque fois qu'il y aura des déchets qui seront mis en place. On a des endroits qui sont mutualisés, donc avec plusieurs associations dedans, ça va être très compliqué de mettre une poubelle par association. Alors. Non, parce que... Bien, je vous propose que nous reprenions cette discussion fort intéressante dans une commission. Gilles, là. J'ai juste une question, c'est à propos de la répartition entre la part incitative et la part fixe, effectivement, qui est à 80-20. Stéphane, tu l'as bien vécu en réunion, effectivement, quand tu es venu dans les communes. Est-ce qu'on pourrait effectivement avoir un rapport d'activité ou un audit sur sur cette clé de répartition qui peut être évolutive ou pas, puisque effectivement on était basé sur 80-20 comme ça se fait beaucoup. Est-ce que le fixe des ordures ménagères nous permet à un moment donné d'inciter de plus en plus et de dire qu'effectivement la part incitative on aurait pu partir sur du 50-50, hein, voilà. Mais ça a fait peur à tout le monde. Voilà. Donc, moi je pense qu'effectivement il faudrait diminuer la part fixe et mettre une part incitative plus forte. Je disais donc, je pense qu'il va falloir revenir en commission, Monsieur le Président, et je pense qu'une part fixe moins élevée, moins que 80, et pousser les gens à faire de l'incitatif, de la communication, de la pédagogie, pour que l'incitatif soit vraiment dans les têtes. Ça se met voilà. juste... Non, mais c'est juste une information mais c'est de dans le cadre, en réalité, c'est exactement ça. J'ai juste pour... Donc, le but, c'est surtout de diminuer nos ordures ménagères. Pour les diminuer, il faut que tout le monde fasse l'effort. Quand tout le monde aura fait l'effort, on pourra revoir les pourcentages. Et un équilibre financier, parce que derrière, et vous le savez très bien, on a ici beaucoup d'élus du SMTOM, le traitement augmente fortement. Donc voilà, on va passer au vote. J'entends tout le monde qui cause dans son coin et on est au mauvais moment d'un conseil communautaire, là où on commence à se disperser. Revenons à notre sujet. Donc il est proposé... Voilà. Vous rappelez que vous faites aussi de temps en temps de petites glissades de discussion. Oh mais le moins possible, hein, Madame Goubézy. Le moins possible. Stéphane, passe au vote. Alors, il est demandé au conseil communautaire de fixer le tarif de la part incitative à la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères à 0,01746 € par litre. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Concernant l'adoption du programme local de prévention des déchets, alors celui-là a été présenté en détail à un tas d'endroits différents, vous l'avez eu vous-même et sauf erreur, il a été soumis à enquête. Exact, il y a eu une commission consultative d'évaluation de suivi qui a suivi un peu ce premier plan local de prévention des déchets qui donne une obligation aux collectivités de diminuer justement leurs déchets. Et il y a eu une conclusion par rapport à ça, vous en avez les chiffres derrière, par rapport à ce qui a été diminué sur la durée. Bien sûr, les efforts doivent être poursuivis, mais certainement amplifiés. Et donc, cette commission s'est réunie avec les habitants, les élus, pour mettre en place un nouveau plan local de prévention des déchets, avec une diminution, comme vous le voyez, des objectifs à atteindre sur plein de catégories de déchets, textiles, verre, tri, OMR, tout venant, tout ce qui va en déchetterie. Et donc avec ça, pour mettre en place tout ça, ils ont mis en place 6 axes, avec 29 actions sur les axes. Les axes sont l'éco-exemplarité, la sensibilisation, communication et animation, donc on y viendra, réduction des biodéchets, seconde vie des objets, déchets professionnels et les leviers financiers pour y arriver. Donc en réalité, il est proposé au conseil communautaire de valider ce plan de prévention des déchets, mais bien sûr avant, je suis ouvert à vos questions. Vous avez eu normalement un gros document assez complet. Oui. On l'a vu. Oui. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça, sachant que ça a déjà été... Dis-moi, oui, de la commission. Tout le monde l'a lu. Non, mais c'est un beau boulot en plus. Ouais, c'est un gros travail. C'est un gros travail et surtout des objectifs qui sont assez élevés. Honnêtement. Mais on n'a pas le choix. Je veux dire, si on ne se fixe pas des objectifs ambitieux dans ce type de domaine,
ou des productions d'énergie ou autres, nous le payons déjà, mais nous le payerons encore bien plus vite et bien plus fort. Passons au vote. Alors, qui est contre cette autorisation du président à signer tout acte nécessaire à la mise en place du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le président vous remercie. Adhésion au réseau compost citoyen Grand Est. Ouais, donc là aussi, hein, c'est encore une des actions de la communauté de communes sur ce qui est de l'environnement, où la communauté de communes est en avance. Hein, sur ce réseau de compost, vous avez bien vu, hein, on a plusieurs sites de compostage sur la communauté de communes, il se développe, il y en a de plus en plus, et ça se développera encore, malgré la mise en place du biodéchet à la collecte, mais ça vous verrez, il y aura des réunions publiques d'ici 1er janvier 2024. Donc il est demandé aujourd'hui à la communauté de communes d'adhérer à un réseau de compost citoyen Grand Est. C'est une association qui est soutenue par l'ADEME et qui permet d'avoir de la communication, des documentaires, qui permet de participer gratuitement à des journées techniques, qui permet d'obtenir des tarifs préférentiels sur des formations. Donc c'est pas non plus financièrement quelque chose qui nous coûte, c'est 250 €. Ça reste dans nos moyens. Ouais, voilà. Non, mais on a à la fois, ici dans les bureaux, on a quand même 2 agents qui travaillent sur les composteurs sur l'ensemble du territoire. Ça commence à se sentir vraiment sur la qualité du compost et de la manière dont c'est fait. Hein. Enfin, moi je parle pour Omès parce que ceux-là je les mets. Et les gars, je les ai rencontrés 2 ou 3 fois sur les lieux, ça les intéresse ce qu'ils font. D'accord? Non, mais c'est important. Ils ont réaménagé certains sites pour que les gens aient moins de déplacements à faire entre voilà. Donc, est-ce que nous pouvons adhérer au réseau compost citoyen? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, là, nous allons demander des subventions. Alors, je pense que vous avez vu un peu de quoi il s'agit, sachant que nous les déposons chacune à 2 endroits différents. La première, c'est pour l'éclairage Solary Light. Alors, je vous rappelle que nous avons changé 4000 et quelques lampadaires sur le territoire et que nous avons réservé pour l'instant 500 têtes de lampadaires qui n'ont pas été changées. J'ai oublié un morceau? Non. 500 têtes de lampadaires qui n'ont pas été changées pour le moment, puisque nous envisageons, si nous avons toutes les subventions telles que nous les avons prévues à la fois dans le cadre de l'innovation et voilà, de mettre ces 500 lampadaires solaires à des endroits qui ont déjà été stratégiquement définis, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils produiront, et qu'ils produiront plus qu'ils ne consommeront, et qu'ils produiront aussi plus que ce qui sera nécessaire à d'éventuelles caméras, détecteurs ou autres qu'on pourra placer. Et le projet consiste à récupérer ce surplus de lampadaires et de le stocker à entre 5 et 6 endroits sur le territoire, que ce soit sur des piles ou par hydrogène, de manière à pouvoir soit le réinjecter dans le réseau à certains moments si nécessaire, soit à revendre cette électricité au surplus. Si nous décrochons ça, alors il y aura aussi sur chacun de ces bâtiments, alors qui lui-même aura une toiture solaire, une prise à disposition pour recharger des véhicules, puisqu'on aura déjà produit cette électricité-là. Sachant que si ça fonctionne actuellement, on doit tourner aux alentours de 80% d'économie d'énergie avec nos lampadaires LED. On devrait arriver à plus que 80%. Et l'objectif, je le dis clairement, c'est d'atteindre 100%, puis 105%. Parce que si nous considérons ensuite qu'il y a un tas d'argent que nous n'avons pas dépensé pour payer de l'énergie et qu'on le réinvestit pour remettre du solaire à certains endroits, une centaine par an par exemple, qui produira de l'énergie, on peut imaginer que nous finirions par produire plus d'énergie que ce que nous consommons et par en tirer du bénéfice. Ce qui serait quand même pas mal. Mais là, oui, alors, je sais que le pari est audacieux. Si déjà on est à 100%, et ça on peut tout à fait l'imaginer, les demandes de subventions sont faites sur ce projet et la société avec laquelle nous bossons a eu le label innovant, c'est-à-dire que la région la finance déjà en partie. Donc nous faisons les demandes de subventions. Je rappelle que quelque part, on en avait adopté le principe dans un conseil communautaire.
Encore faut-il maintenant que nous ayons les subventions, donc je vous demande l'autorisation de demander les subventions telles que décrites dans les deux décisions qui viennent là. Juste une question pour l'identification des lieux. Est-ce qu'on a une carte ou est-ce que c'est déjà ficelé? Normalement, c'est un par commune. Mais il y en a 538. Ah, les lampadaires, oui, alors on a déjà une carte, puisqu'on a cherché dans les communes les endroits les plus ensoleillés possibles. D'accord? Et vous avez dans vos communes un certain nombre de lampadaires qui n'ont pas encore été changés. Et donc vous pouvez considérer que c'est ceux-là qui attendent des têtes solaires. Et ici, on a aussi des demandes pour justement éclairer des endroits où on cherchait des solutions autonomes. Donc ça pourrait aussi... Alors là, on rentre dans un autre domaine. Vous construisez un nouveau lotissement où vous avez une nouvelle résidence, elle a besoin d'éclairage. On peut envisager. Non, mais c'est une question. On peut tout à fait. Est-ce qu'on peut poser la question aux communes s'il y a des endroits qui seraient envisageables pour... Et là, c'est le lotisseur qui doit... Mais là, on ne parle pas dans les nouveaux forcément. Ça se passe à des anciens endroits qui sont la liaison Saint-Clair. Si vous prenez la déchetterie, parcours de santé si vous prenez la déchetterie, c'est que du solaire. Elle est éclairée avec des lampadaires solaires. Le génie civil est à la charge de la commune. Oui, mais on sera bien là dans des aménagements particuliers dans le cadre du lotissement. C'est pas la communauté de communes qui prendra tout en charge. Hein. D'accord? Mais c'est faisable. Bien sûr. Est-ce que je peux demander ces subventions? Sachant que si on ne les avait pas, on n'ira peut-être pas au bout du projet. Hein. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Nous avons d'autres demandes de subventions. Hein. Ah oui, Sébastien, vous en dites un mot? Subvention pour les pistes cyclables. C'est pareil, hein? Non, c'est pas là encore. Ah, il y a Vati, c'est le dernier point, non? Alors, Vati. Bon, quel numéro? 13. Là, parce que j'avais, moi, 2 demandes de subvention pour l'éclairage public. Et puis, 12. 13. 14. Voici. Gare. Un certain nombre de communes ont eu toutes les informations nécessaires pour ce programme pédagogique. Et on vous a invité éventuellement à inscrire l'une ou l'autre classe. Non? Gilles? Oui. Il y en a chez nous? Oui. Voilà, qui d'autre en a à Autange? Voilà, donc vous avez tous eu l'information. Ce qu'on vous demande maintenant, c'est l'autorisation de le mettre définitivement en place et de le financer, soit avec les subventions qu'on peut avoir, soit... voilà. Il y a d'autres communes d'ailleurs, je crois. Dans Bâti. On n'a que 2 communes pour l'instant. Sachant qu'il est toujours possible de redemander. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse, faut voir notre ami voilà, et qui vous explique tout ça, sachant qu'on l'a déjà présenté plusieurs fois. Les tarifs n'ont pas changé? Ah ouais, les tarifs ont augmenté maintenant. Bon, c'est pas impossible que le tarif ait un peu augmenté, mais je sais de tête, je ne peux pas vous le garantir. En attendant, donc voilà, est-ce qu'on peut continuer cette action, sachant que les communes qui souhaiteraient s'y inscrire pourront. Hein. Pas d'opposition? Je vous remercie. Demande de subvention aussi pour les pistes cyclables entre Boulogne et Rumelange. Alors ça, c'est la demande de subvention que nous faisons au titre d'Ambition Moselle. Sachant que le programme Ambition Moselle prévoit un certain nombre de subventions possibles dans des domaines bien particuliers. Donc nous demandons au conseil départemental de bien vouloir nous apporter sa contribution à la mise en œuvre de cette piste cyclable. On peut relier les deux, 15 et 16. Sachant que voilà, nous avons d'autres projets, mais que déjà on va déjà essayer d'aller chercher ces sous. Et évidemment, on demandera à monsieur le sous-préfet de bien vouloir également éventuellement nous donner un coup de main à le réaliser. Mais c'est de la co-construction, ça, donc les Luxembourgeois peuvent participer aussi. C'est quelque chose que j'aborderai avec le sous-préfet et nous tâchons de voir ce que nous pourrons faire. Ce qu'il y a, c'est que... Alors, il y a déjà des parties un peu dans l'Èche 2022 où les Luxembourgeois... Voilà. Là, on arrive quelque part à une frontière au bout.
D'accord? Au même titre que de ce projet de tressage au Metz ou d'Altiche, c'est pour arriver à la frontière. Donc là, on a eu quelques échos favorables quand on en parle. Bien. Je rappelle néanmoins quand même que dans la dernière CIG, les pistes cyclables ont été inscrites. D'accord? Et que, alors les CIG, il y en a une lundi, ça devrait être de nouveau. Est-ce que vous nous autorisez à demander ces subventions? Eh bien, je vous remercie. Point 17. Stéphane. C'est la motion, c'est la motion sur les mobilités. En réalité, c'est une motion sur une nouvelle donne ferroviaire. C'est une motion pour rappeler en tout cas la possibilité, ne pas oublier le transport ferroviaire pour les usagers, dans le cadre en tout cas des déplacements souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, vers le Luxembourg. Donc c'est une motion en tout cas sur la nécessité de nouvelles infrastructures dédiées aux fret ferroviaire dans le sillon mosellan, l'intérêt du territoire que représente la relance du trafic ferroviaire sur le PIO vers Esch-sur-Alzette. Donc en réalité, ça, il demande au pouvoir public une prise en charge de ces questions. Les autres intercos ont signé ça, sachant que ça fait aussi partie des grosses discussions de la CIG. Mais donc, je vous propose de faire la même motion que les autres intercos. Sachant, et je l'ai appris cet après-midi, que nous sommes invités, alors la communauté de communes est invitée à Mexique, mardi prochain, à 15h30, puisque David Valence, le vice-président chargé des mobilités pour la région Grand Est, rencontre les élus de Longwy, de Cœur du 54. Et puisque nous sommes mixtes, on a eu la gentillesse de m'y inviter. Donc nous y serons avec Stéphane. Je suis un peu surpris que Valence n'aille que dans le 54, alors qu'en fait, voilà. Donc je poserai la question. Mais en attendant, on a un vice-président de région qui est là, ça me permettra de lui rappeler les problématiques, alors du côté du 54 évidemment, mais elles sont intimement liées à celles du 57, et les problématiques de compétences que nous pouvons avoir, nous, sur la mobilité. Bien, est-ce qu'on peut accepter cette motion? Bien sûr. Je vous remercie. Ensuite, et un dernier point. Le président de région, il est venu dans le 57, il n'est pas venu dans le 54 il n'y a pas longtemps. Ah ben je l'ai vu, je lui en ai parlé, et nous l'avons reçu sur la déchetterie. C'est pareil. Mais il y a des gens qui vont dans le 54 et qui ne viennent pas dans le 57, et voilà, et j'y survis. Voilà. Ça ne m'a pas empêché, et vous devriez savoir quand même qu'en général, quand je parle du secteur, s'il y en a un qui ne se fixe pas de limite entre les frontières, c'est bien moi. Et je le revendique, je n'ai pas changé d'avis, donc lorsque je reçois le président de région à la déchetterie, qui est d'ailleurs communautaire, avec sa production d'énergie qui est communautaire, il n'est pas plus dans le 57 que dans le 54, il est à la CCPHVR. Claude, pour conclure, une légère modification, mais importante, du règlement intérieur de la piscine. Donc la piscine, hein, je vais aller directement, on ne change pas tellement le règlement intérieur, si ce n'est que par recommandation de l'ARS, et compte tenu finalement d'une piscine qui a quand même 50 années, nous avons, je vous demande de pouvoir établir une obligation de port de bonnet pour les utilisateurs, le bonnet de bain, et l'obligation, nous avons mis des distributeurs de savon pour pouvoir rendre une obligation beaucoup plus forte avant de rentrer dans le bassin, de se savonner. Parce qu'encore une fois, l'ARS nous dit que 80% aujourd'hui des contaminations dans les bassins provient et des cheveux et un manque d'hygiène lorsqu'on rentre à l'intérieur. Donc pour éviter finalement tous ces problèmes, encore une fois, nous avons fléché fortement et nous vous demandons l'autorisation de mettre en place l'obligation de ces bonnets et de mettre aussi l'obligation, mais beaucoup plus forcée, de se savonner avant d'entrer. Sachant que les bonnets de bain, nous avons été dans un site, alors peut-être pas vertueux, en revanche vertueux sur le prix, nous avons commandé 500 bonnets de bain, de façon à ne pas laisser
dans une impossibilité de pratiquer. Fabienne, quand elle y va, elle peut l'acheter. Voilà. Et nous l'avons mis à 1 euro, sachant que ce bonnet ne nous revient pas à 1 euro, il revient à 0,85. En revanche, on fera un service après-vente. Vous savez très bien que le problème des bonnets, si on le tire un peu trop fort, on ne fera pas d'embêtement pour changer et de faire comme ça un service après-vente et que ce soit... Bon, après, on en a pour 1 euro. Hein, sachez que c'est des bonnets quand même, voilà, ils remplissent certaines conditions, celles peut-être de ne pas être dans la durabilité, ça c'est peut-être un problème, mais en tout cas, de 0,85 on a passé à 1 euro parce que si on avait fait 0,85, et encore une fois c'est pas pour faire de l'argent sur les bonnets, c'est simplement après une histoire de redonner les pièces de 15 centimes à chaque fois, ça aurait été un peu... Donc on s'est dit... C'est le bonnet de dépannage. Hein. Voilà. Je n'ai pas de bonnet, je l'achète aujourd'hui. 1 euro, sachant que on a fait ça dans un système en gros et que ça permettra de pouvoir se baigner sans être privé, finalement, de ne pas avoir de bonnet. Parce que si c'est un dimanche, aller chercher un bonnet, c'est un peu compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une petite question. Dans le tableau des tarifs, au niveau des associations, ou je ne sais pas si c'est association, c'est marqué groupe à partir de 10 personnes, 20%, j'ai pas compris. Ça a changé, je crois, par rapport à... Groupe, 10 personnes. Il y a eu une modification de tarif par rapport à avant. Parce que les associations, on avait dit, donc, que lorsqu'on a reçu les associations... Entre le dernier tarification et maintenant Bah là, C'est écrit association au-dessus et groupe. 20%, mais ça consiste en quoi en fait? Du prix d'entrée. Je sais pas si vous l'avez fixé. Mais parce qu'on avait parlé par rapport aux associations. Les associations sportives, on a dit que c'était gratuit. Non, là, en fait, c'est pas pareil. Là, ce qui a repris, c'est la grille tarifaire. Je rappelle que les tarifs qui ont été fixés au dernier conseil, ce sont ni plus ni moins que les tarifs, la tarification Villeruxienne, en dehors des tarifs. Tarification pour les autres communes. C'est tout. Non, je comprends pas, parce que les associations, lorsqu'elles vont... Vous avez fait, moi, pour moi, à la lecture... Non, mais j'en fais. Ne dites pas qu'est-ce que j'ai fait moi. Bah, non, mais on ne me répondait pas, c'est pas une... Et on a revu les tarifs de Villerupt. Il n'y a pas d'Alindo à Villerupt. L'association, elle va dans une ligne d'eau, dans des lignes d'eau. Ça, c'est matérialisé, c'est calculé. Là, on parle pas de ça. Lorsqu'on a reçu les associations depuis que la compétence est intercommunale, on a dit qu'il y avait une gratuité pour les associations. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Et c'est pas en rapport avec ça, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Donc la réponse, c'est vous qui avez fixé ça, c'est hors sujet par rapport à ma demande. Je suis juste en train de vous expliquer que les tarifs ont été fixés par la ville de Villerupt. Je les ai repris, c'est tout. Vous posez une question, je vous réponds. Bah, je crois pas. Bah, si je vous dis, bah, reprenez. Je vous ai fait la lecture la dernière fois. Ah, vous avez raison. Mais oui, puisqu'on l'a vérifié le soir même. Bien, donc est-ce que nous pouvons modifier ce règlement intérieur? On n'a pas répondu à sa question. On a fait des conventions. On a fait des conventions qu'on a été signées vendredi soir, avec la gratuité. Voilà. Et il y a dans la convention pour chaque, on remet le problème du bonnet, de l'obligation d'être exemplaire pour les associations et la gratuité des lignes. Pas de problème. Voilà, maintenant que j'ai la faute, je sais que c'est la gratuité parce que je comprenais pas si par rapport aux associations sportives. Et dernière question, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles concernant l'ouverture? Ah bah, je vous donnerai ça vendredi. J'attends les derniers éléments. Vendredi, j'aurai tous les éléments pour vous dire. Donc, comme c'est un bulletin qui est bimensuel, on saura vendredi. Et je ne sais pas pour faire patienter, j'ai pas encore tous les résultats. Donc vendredi, la dernière analyse qu'on a fait témoigne, alors elle est encore prématurée, je peux vous la donner. Il n'y a pas de légionnelle dans l'analyse de la première semaine. Et c'est 10 jours, donc il nous reste encore 3 jours. Alors, logiquement, quand il n'y en a pas, je ne vois pas comment la légionnelle pourrait arriver après 10 jours. Donc, pour moi, pour l'instant, tout est ouvert, mais tant que j'ai pas le papier officiel du labo en me disant « Monsieur Ledoux, il n'y a plus de problème », je voulais savoir si les résultats étaient arrivés. Fin de semaine, et nous mettons à cierge. Donc, si on peut voter, la modification du règlement intérieur, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à bon retour chez vous.
Et ce soir, il y a un match de foot et qui joue les filles. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un point. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, les décisions prises par le président. Thierry, si vous voulez bien en donner lecture, s'il vous plaît. On écoute Thierry. Je les ai ici. En ce qui concerne la troisième vision, il s'agit d'un aménagement de dette concernant un des prêts. Ça a déjà été évoqué à multiples reprises. Ensuite, donc, nous avons une demande de subvention du CD 54 sur la réserve de biosphère UNESCO. Un règlement de contentieux sur une transaction avec un tiers pour un bac poubelle. Et puis une nouvelle réquisition du comptable. Voilà. Je vous remercie. Et donc, comme je le disais, il y a un match de foot ce soir, mais ce sont des filles qui jouent. Il y en a un, mais ce sont des filles qui jouent, madame. Pour information, au Conseil communautaire et avoir discuté la semaine dernière au bureau communautaire sur justement ce règlement qui a fait rigoler beaucoup de monde sur l'histoire du bonnet, nous souhaitons avoir une photo de Fabienne et de Patrick Richard avec leur bonnet. Ah là, Et s'abonner. sans vouloir me dégonfler de quelque manière que ce soit, je ne mets abonné que lorsque je vais à Amnéville en cul, parce que le reste du temps, je ne vais pas là. C'est les barbus en fait, abonnés ici avec. Non. Mais autrement, je mets le bonnet dans les